Là. Alors, donc, la dernière fois, j'ai pas dit bonjour à tous. Bonjour à tous. La dernière fois, on avait dit qu'on ferait un question-réponse du précédent atelier au début de celui-là. Et puis après, on enchaîne sur l'atelier haut. Donc, si vous avez des questions sur l'atelier précédent, eh bien, c'est le moment de les poser. J'en ai. Allez, bah vas-y, démarre. Alors, tu as dit qu'on pouvait prendre une lampe tempête remplacée à carreaux par la couleur dont on avait besoin pour l'élément, puisqu'il fallait s'imprégner de la couleur, de l'énergie de la couleur en question. Mais aussi, quand tu as parlé de bougie de la couleur de l'élément, je ne comprends pas bien comment la flamme d'une bougie peut représenter la couleur verte ou jaune ou rouge. Du coup, en fait, c'est pas la flamme qui va le représenter, ça va être la couleur de la bougie en elle-même, si tu veux. Mais alors, on ne baigne pas dans une couleur. Non, pas avec les bougies, non. Bah non. En fait, ton regard, si tu veux, la flamme de la bougie, de toute façon, elle attire l'œil sur le corps de la bougie, puisqu'elle est au-dessus. Donc, ton œil va toujours voir la couleur, si tu veux. Mais c'est pour ça qu'au 19e, ils ont eu cette idée avec les lampes tempête, si tu veux. Bon, après, pour la petite histoire, au Moyen-Âge, il n'y avait même pas de bougies de couleur, hein. Bah non. Avec les Enfin, bougies, ça coûtait très cher, en fait, et soit on récupérait les chandelles dans les églises qui étaient fondues et on se fabriquait des bougies avec, soit on prenait de la suie de je sais plus quel, de cochon, je crois, ou je sais plus quoi. Et voilà, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, merci. D'autres questions? Ouais. Vas-y. Non, mais je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Ah, vas-y. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Alors, tu as parlé de processus d'invocation, à l'aide d'un rituel évocatoire. Oui, en fait, les termes invocation et évocation, c'est la racine, si tu veux, la racine latine qui est un tout petit peu différente, mais tout le monde les utilise pour tout le monde. Et moi, en fait, je les utilise pour la même chose. Quand je dis l'un ou l'autre, je parle de la même chose. Alors, il y en a qui sont un peu puristes, qui disent oui, mais il y a évoquer. Alors, je ne sais plus lequel, hein, je crois que c'est évoquer, c'est quand tu vas dire, tu vas parler d'une entité dans une prière, mais que tu ne la fais pas venir. Et invoquer, ça doit être faire venir l'entité A. Mais en fait, dans les bouquins, tout le monde se mélange et du coup, aujourd'hui, ça veut un peu dire la même chose, quoi. Ok. J'en ai encore. Vas-y, j'adore. Tu as parlé d'une bulle de protection et que tu en parlais dans différentes vidéos déjà. Alors, j'aimerais savoir quelle vidéo, histoire d'aller... Oh putain, la bulle de protection, Protection en magie. dans les protections Oui, magiques. le cercle de protection qui est en fait une bulle chez toi. Ouais, et ben le cercle de protection. Ah oui, non, c'est dans les ateliers sur la théurgie. Atelier sur la théurgie. Ok, Oui, je note. où je fais tout un truc sur le cercle magique. Bonjour à tous. Salut, c'est qui a dit bonjour? C'est moi, Nathanaël. Ah, Nathanaël. Oui, non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai la liste de tout le monde, mais je ne sais pas qui parle, en fait, souvent, surtout quand il n'y a pas les vidéos, et puis même, j'ai pas les vidéos. Ah, ça y est, je te vois. Dac. Bonjour. D'autres questions, Chantal? Une question, remarque, je ne sais pas trop comment il faut le dire, et puis ce sera tout. Vas-y. Dans les tatouages, quand tu as parlé du phosphénisme, le phosphénisme, enfin, moi, de ce que j'en connais, ça se pratique avec une lampe qu'on fixe avant de fixer l'image. Toi, tu ne parles pas de cette lampe ici, donc c'est uniquement la rémanence de l'image sur la feuille blanche, un parallélisme que tu faisais avec. Exactement, oui, je faisais le parallèle avec le phosphénisme parce que c'est une idée un peu identique quelque part, si tu veux. Quand tu vas saturer ton œil avec une figure, c'est comme quand tu vas saturer ton œil avec une lumière, si tu veux. Une fois que tu balances la figure, il va y avoir une réaction, en fait, avec l'œil, et c'est une réaction que tu apprends à maîtriser, en fait. Mais donc ici, on le fait sans la lumière. Oui. Ça va. Merci, je passe la main. Merci à toi. Qui veut poser des questions sur l'atelier d'hier? Alors, il faut parler, hein, c'est mieux. Moi. Vas-y.
D'hier, l'atelier de la semaine. Ouais, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, merci. On s'est compris, on s'est compris. Ouais. Vas-y, J'ai Bilal. 3 questions en général. La première, c'est par rapport aux méditations. Parce que quand on va méditer, on va choisir un symbole, soit le symbole alchimique, soit le tattva. Ma question après, si on passe de la méditation vers la projection dans le tattva, est-ce que ça ne va pas casser un peu le rythme? Ah oui, tu veux dire si tu as choisi le symbole alchimique et après que tu passes au truc. Tu peux aussi en fait choisir le symbole alchimique et le remplacer par le. Enfin, tu peux aussi remplacer le symbole Tadvik, je ne sais pas comment on dit, par le symbole alchimique. D'accord. Tu vois, Ouais. les membres de la Golden Dawn, ils avaient récupéré les tatouages parce qu'à l'époque, en fait, c'était, il y avait notamment avec la Société théosophique ce rapprochement en fait avec l'Inde, tout ça. Mais tu peux faire la même expérience uniquement avec le symbole alchimique dans sa couleur, quoi, tu vois. Parce que je comprends bien que c'est le contraste des deux couleurs. Parce que tu as Ouais. un tatouage jaune avec sur fond vert. Et quand tu regardes ça pendant un certain moment et tu fermes les yeux, tu arrives à voir le carré. Mais ça, c'est un peu difficile à le faire avec le symbole alchimique, sauf si on garde la même palette de couleurs. Si, enfin, sauf que, en fait, si tu veux, avec le symbole alchimique vert, tu vas voir la couleur complémentaire toujours. Le complémentaire du vert, je ne sais pas quelle couleur c'est, je ne me souviens plus. C'est un peu bleuté. C'est un espèce de bleu, ben voilà, tu verras ça en fait. D'accord. Mais si, ça marche très bien avec le symbole alchimique aussi. D'accord. Ma deuxième question, c'était par rapport à la méditation toujours. Quand tu dis il faut apprendre à sentir l'élément. Un rajout que j'ai fait pour faciliter la méditation, c'est de ramener une petite pierre pour sentir la qualité de la pierre. Alors, Ah la ouais, dureté, tout à fait, tu peux. la stabilité, la chaleur même de la pierre. J'ai combiné ça avec la méthode de Bardon, où en respirant, j'imagine que l'élémentaire il s'accumule. Mais à quel moment on pourra dire, OK, je suis bon, je pourrais partir vers les opérations avec les tattvas ou les évocations? Et ben en fait, la réponse à ta question, si tu veux, il n'y a que toi qui dois pouvoir la donner. C'est toi, à un moment donné, tu dois te sentir suffisamment confiant dans cette maîtrise pour te dire, bon, ben voilà, maintenant, je me sens bien avec ça, je passe à la phase suivante, tu vois. Et il n'y a que toi qui peux le savoir. Tu n'as pas un déclic, tu n'as pas un… D'accord. C'est vraiment une question, ouais, quelque part, de confiance en toi à ce moment-là, dans cette maîtrise. Mais par exemple, le faire pendant minimum 3 mois, je pense, Ça dépend des gens. Il y a des gens, en 3, 4, 5 fois, hop, ils maîtrisent, quoi. OK. Ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire… ça qui est compliqué avec tout ce qui est en fait sur le domaine énergétique en général, hein, c'est que tu ne peux pas dire bah voilà, c'est comme ça, tu le fais tant de fois et ça marche. Bah non, parce qu'on est tous différents et notre ressenti, il est vachement en fait. Et donc, c'est vraiment que toi qui peux répondre à cette question. D'accord. Par rapport à l'encens, j'ai utilisé l'encens qu'on avait vu dans l'atelier sur la théurgie. J'ai fait une mauvaise erreur. Au départ, j'ai utilisé l'encens avec la datura parce que je l'avais déjà prêt. Et ça fout un mal de crâne, mais pas possible. Après, Trop chargé en datura. Ouais. Après, j'ai refait le même encens sans la datura. Parce qu'il faut garder le même encens jusqu'au… Oui. D'accord. Ouais, tous tes exercices, ouais. D'accord. Et dernière question, et je laisse la parole aux gens. Ah, mais ça fait 4, ça, alors. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'il faut travailler élément par élément, ou je pourrais dire, par exemple, lundi, je vais faire l'eau, par exemple, mardi, je vais faire l'eau, mercredi, je vais faire la terre. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut vraiment apprendre à maîtriser l'élément au fur et à mesure, en fait, dans l'ordre, si tu veux. C'est une question de densité, en fait, et du coup, de perception. Tu commences par le plus dense, ce qui va t'entraîner à ressentir quelque chose, tu vois. Après, tu vas passer au suivant qui est un peu plus subtil, et donc ça va t'entraîner à percevoir autre chose. Mais c'est vraiment un ordre, en fait, qu'il faut garder. Tu ne peux pas, par exemple, après, passer aux planètes si tu n'as pas maîtrisé les éléments avant, tu vois. D'accord. Et donc, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut faire.
Parce que quand je médite sur l'élémentaire, et je pars vraiment profondément en méditation, j'ai quelques images qui commencent que je pourrais lier à l'élémentaire, mais ce que je me dis, est-ce que c'est moi qui les crée ou c'est des images que je reçois? C'est là où c'est un En peu… fait, réellement, ce que tu perçois, c'est des énergies, des vibrations, voilà, c'est des énergies. Et l'image que tu vas voir, c'est ton mental qui va la coller sur l'énergie en fonction de ce qu'il va percevoir. C'est exactement, dis-toi en fait que tu es comme une télé ou comme un poste de radio. Le poste de radio, en fait, lui, il va capter des ondes, et ces ondes, il va les transformer en sons pour qu'on puisse les comprendre. Et ben toi, tu fonctionnes comme ça. Tu vas capter une énergie et ton cerveau, ton mental, il va la transformer, cette énergie, pour pouvoir la comprendre. Donc, il va créer les images. Donc oui, c'est toi qui crées les images, mais elles ne viennent pas de rien. Elles viennent d'une énergie que tu as captée. Ok. Tu vois? Si. D'autres questions? Non? Bon, tout va bien alors. On va démarrer. Je bois un coup, de l'eau, hein, bien sûr, c'est l'élément. Et donc, on va commencer. Alors, j'ai mis mes petits trucs. Hop. Alors, donc, deuxième élément de notre petite série des éléments. Aujourd'hui, on va travailler sur l'eau. On va apprendre, en fait, à en savoir un petit peu plus sur l'élément eau. Alors, vous vous souvenez, à la dernière fois, je disais, ouais, moi, l'eau, j'aime pas trop l'eau et tout ça. Bon, après, c'est une question de caractère, de ressenti aussi. On a tous des éléments dominants et on est plus en phase avec les éléments qu'on a déjà en nous, plutôt qu'avec les éléments en fait qu'on n'a pas, ou qui sont parfois, moi j'ai l'élément feu qui domine chez moi, donc forcément l'élément eau qui est son contraire, voilà, c'est pas celui avec lequel j'interagis le mieux. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais cherché à maîtriser l'élément eau. Au contraire, je ne sais plus si c'était la dernière fois que je vous parlais que par exemple, pour maîtriser l'élément air, j'avais fait du saut en élastique, enfin, pour apprendre à aller à l'encontre, en fait, à apprendre à dépasser mes peurs de l'élément, j'avais fait du saut en élastique. Et pour l'eau, en fait, j'avais fait de la plongée sous-marine. Alors moi, pourtant, en plus, c'est rigolo parce que moi, je suis né au bord de la mer. Je suis né à La Rochelle, j'ai vécu toute ma vie à côté de La Rochelle, donc à côté de l'eau. Mais j'ai appris très tard à nager et j'ai jamais été très à l'aise, en fait, dans l'eau, en fait. Je nage un petit peu, on va dire, entre une nage qui se situe entre le fer à repasser et la clé à molette, quoi. Donc voilà, je peux pas faire des grandes longueurs dans une piscine, par exemple, parce que je vais vite m'épuiser, ou voilà, je suis pas un super nageur. Et du coup, pour vaincre un petit peu mon appréhension de l'élément eau, j'avais fait, à La Réunion, notamment, j'avais fait de la plongée sous-marine. C'était vraiment une épreuve pour moi parce qu'on est descendu, alors on n'est pas descendu profondément, on est descendu à 5 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Mais se retrouver avec tout cet équipement sur le dos et puis à 5 mètres de profondeur et puis avec de l'eau tout autour et tout ça, voilà, c'était très compliqué, mais ça permet en fait d'aller au-delà de ses peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est de toujours affronter ses peurs. Surtout si vous voulez apprendre à maîtriser un élément au niveau énergétique. Déjà, affrontez vos peurs au niveau matériel, au niveau physique. Parce que autrement, ces angoisses, tout ce que vous ressentez face à vos peurs, elles vont ressurgir en plein rituel et ça peut vous faire faire beaucoup de merde, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'essayer de se confronter. N'oubliez jamais, hein, que la magie, ça se passe pas seulement dans la tête, entre guillemets, ou dans l'astral ou quelque chose comme ça. Il y a une relation entre le monde énergétique, on va dire, et le monde physique. Et donc si quelque chose n'est pas clair au niveau physique, pour vous, ça forcément, ça ne sera pas très bien au niveau énergétique. Donc apprenez à maîtriser en fait, la partie, physique des énergies que vous voulez dominer en quelque sorte. Donc voilà, après en réalité, j'ai rien contre l'eau, hein.
il y a des bons côtés et tout ça, mais clairement, c'est pas mon élément, donc c'est pas celui sur lequel, moi, perso, je passe le plus de temps, on va dire. Du coup, l'élément eau, alors on a vu l'élémentaire avec, énormément de stabilité, de densité, voilà, c'est les fondations, c'est les racines, c'est les briques, premières, on va dire, de la maison. L'élément eau, en fait, c'est bien différent de l'élémentaire puisque à l'inverse, ça va être quelque chose de beaucoup plus, mouvant, beaucoup plus fluide, beaucoup plus, changeant, on va dire, ouais. Je crois que le terme changeant est très adapté, on va dire, à l'élément eau. Parce que c'est un élément qui va toujours, avoir cette espèce de capacité à vous surprendre ou à vous, comment on dit? Au-delà de surprendre, en fait, presque à vous remettre en question, j'ai envie de dire. Quand vous allez arriver, par exemple, dans votre rituel avec une base, par exemple, vous avez déjà réalisé un rituel sur l'élément eau ou plusieurs rituels qui se sont tous passés pareil sur l'élément eau. Il y a toujours un moment où vous allez vouloir refaire la même chose et en fait, ça va plus du tout se passer pareil parce que l'élément eau, par nature, il est changeant et ça, si vous y êtes pas préparé, ça peut être très surprenant et ça peut être, comment dire? Très troublant, en fait, par rapport à ce que vous allez faire. L'élément eau, en fait, il est très donc comme je disais, il est très changeant, c'est-à-dire qu'il peut apporter beaucoup de bonnes choses. Bah, c'est comme dans la nature, hein, de toute façon, il faut voir la nature. Avec l'élément eau, on va quand même abreuver les plantes, hein, c'est, l'élément de base pour notre organisme, par exemple. C'est, vous savez que si, l'espérance de vie de quelqu'un qui boit pas, en fait, je crois que c'est 3 jours, quelque chose comme ça, alors que quand il mange pas, c'est, je sais plus, une ou plusieurs semaines, je sais plus exactement. Donc c'est vraiment la base, en fait, de boire et donc c'est quelque chose de, voilà, d'essentiel à la vie, l'eau. On en est constitué à 60 ou 70, je sais plus, je crois que c'est 60. Mais c'est aussi un élément qui peut tout dévaster et tout détruire, en pas grand-chose. Nous ici où on habite donc près de la mer, près de La Rochelle, on a connu les tempêtes Xynthia notamment, des choses comme ça. Je peux vous assurer qu'effectivement l'eau, c'est un élément extrêmement destructeur et qui est complètement imprévisible en fait. Donc ça, il faut bien vous dire que ce que vous voyez dans la nature, c'est la même chose au niveau, énergétique. L'eau, si vous gérez mal votre truc, l'eau, ça peut vous faire beaucoup plus de catastrophes que de bonnes choses. Donc c'est en ça, en fait, que je vous disais la dernière fois que, voilà, il faut se méfier de l'élément eau parce qu'effectivement, si vous gérez pas bien, ça va vous péter un petit peu au nez, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc assez, important à comprendre. Donc il faudra toujours bien préparer votre rituel. Alors ce qui est bien en fait avec cet apprentissage, avec les éléments comme ça en fait, c'est que chaque élément va nous enseigner des choses et clairement l'eau, ça va nous enseigner Stéphanie qui s'est déconnectée. Ça va nous enseigner à nous cadrer finalement, puisque l'élément en lui-même étant mouvant, il va falloir que vous, pour pouvoir le capter, il va falloir que vous soyez extrêmement cadré, extrêmement, solide, bien anticiper en fait ce que vous allez faire et notamment, dans la préparation du rituel, il va falloir que vous appreniez comme ça à ne rien laisser au hasard et ça c'est intéressant, c'est un bon apprentissage, tout simplement parce que dans votre évolution, plus vous allez, créer des rituels compliqués, on va dire, ou chercher à atteindre des énergies un petit peu plus complexes, voilà et plus il faudra être précis et il faudra être, organisé dans son travail. Du coup, l'élément eau, c'est un petit peu, de par sa nature, c'est un peu ce qu'il va vous imposer de faire, en fait. Donc, c'est un bon apprentissage, sachant qu'après vous allez pas risquer voilà, de faire sauter la maison et tout ça avec l'élément eau, hein. On est sur des éléments, des énergies de densité assez lourdes, donc assez physiques et qui vont pas, engager non plus, trop de choses, on va dire, au niveau énergétique et au niveau, environnemental. Et donc c'est pour ça que moi quand je parle d'initiation, en fait, je fais toujours commencer par les éléments, tout simplement parce que c'est un très, très bon apprentissage avec l'eau. Du coup, alors,
je vous ai fait un doc, vous avez vu, en plus, je vous l'ai envoyé presque en avance. Il était prêt hier, mais j'ai oublié de l'envoyer. Bon, voilà. Donc voilà, donc l'élément eau, l'une des grandes activités que vous allez pouvoir faire avec l'élément eau, ça va être la voyance, tout simplement parce que l'élément eau, c'est aussi l'élément de notre psyché, de notre inconscient, de tout le domaine en fait qui appartient généralement, qu'on attribue, on va dire généralement à la planète Lune, hein, à la Lune. Donc toute cette partie en fait de de nos perceptions, de toutes ces choses-là, c'est vraiment lié à l'élément eau, en fait. La Lune, on l'attribue à la Lune tout simplement parce que la Lune est liée à l'élément eau aussi. Donc effectivement, vous allez pouvoir condenser l'énergie en fait de l'élément eau et l'utiliser après pour favoriser des opérations de voyance. Voilà, si vous tirez les cartes, si vous, je sais pas, hein, si vous, je sais pas, faites de la voyance dans une boule de cristal ou des trucs comme ça. Tout ça, ça va être des choses en fait qui vont vous permettre d'apprendre, d'évoluer et surtout en fait de vous influencer via l'élément eau et donc d'affiner vos perceptions. L'élément eau est très, très utile pour affiner les perceptions. Alors autant, je vous parlais avec l'élément, terre en fait des talismans. Ah, il y a F qui arrive aussi, hop. Autant, avec l'élémentaire, je vous parlais des talismans qui sont très adaptés en fait pour capter l'énergie et utiliser l'énergie en fait de l'élémentaire. Autant avec l'élément eau, on va davantage avoir en fait, une approche plus liée au condensateur fluidique. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de parler, pas mal de fois des condensateurs fluidiques. Petite coquille, page 3 dans le titre outils rituels et objets magiques liés à la terre. Ah oui, j'ai pas corrigé les titres. Merci Nathanaël. Il faudra que je le corrige. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je ne sais plus. Bonne soirée, au revoir. Zut, je ne sais plus ce que je disais. Tu parlais des condensateurs fluidiques. Merci Dimitri, heureusement que tu es là. Je t'en prie, avec plaisir. Et donc, je parlais des condensateurs fluidiques. Ouais, le condensateur fluidique, alors principalement, alors j'en ai parlé dans pas mal de choses, puisque j'ai même écrit mon bouquin sur les encens, il y a tout un chapitre sur les condensateurs fluidiques. Donc, on va y revenir tout doucement. On va en parler rapidement plutôt. Il y a plusieurs types de condensateurs fluidiques qui existent. Avec l'élément eau, on va privilégier forcément ce qu'on appelle les condensateurs fluidiques liquides. Vous savez qu'il y a des condensateurs fluidiques solides, par exemple, des condensateurs fluidiques aériens, où c'est souvent tout simplement des mélanges d'encens. Avec le condensateur fluidique liquide, ça va être du coup un liquide dans lequel on va mettre différents éléments qui vont être tous liés à l'élément qu'on veut invoquer, ou ça peut être lié aussi à des fonctions liées à l'entité de l'élément eau, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? La dernière fois, on parlait des entités qu'on va percevoir, qu'on va appeler et tout ça. Donc là, par exemple, je ne sais pas, j'ai pas d'idée comme ça. On va attirer une entité liée à l'élément eau et elle a une fonction, par exemple, liée pour donner à boire aux plantes, par exemple, hein, liée à la fertilité des sols, par exemple. Et donc, on va dans ce cas, en fait, ajouter des éléments qui vont être en analogie, par exemple, avec la fertilité des sols. Avec, je ne sais pas, moi, si je veux faire un condensateur fluidique pour la fertilité de mon potager, par exemple, en utilisant l'élément eau, ce qu'on peut parfaitement faire, je peux utiliser, par exemple, je ne sais pas, quelques morceaux de feuilles, des fruits ou des choses comme ça qui sont liés, en fait, qui sont dans mon potager pour personnaliser en quelque sorte le condensateur fluidique. Donc, dans le condensateur fluidique, souvent, donc surtout les condensateurs fluidiques liquides, le liquide de base que vous allez ajouter va dépendre en fait de la durée de ce que vous allez vouloir faire. Si c'est un condensateur fluidique qui doit agir sur, je ne sais pas moi, 2 mois, on peut très bien prendre comme base de l'eau, qui va bien avec notre élément. Si par contre c'est un condensateur fluidique qui doit durer sur une période indéterminée, beaucoup plus longue, souvent on va prendre de l'alcool.
Donc l'alcool, donc moi en tant qu'alchimiste, celui que je préfère, c'est l'alcool de vigne. En plus, moi comme je fabrique le mien, donc je fabrique de l'alcool à 100 degrés. Donc forcément, c'est ce que je vais préférer. Mais après, à vous de faire en fonction de ce que vous avez. De l'alcool de vigne, par exemple, ça peut être du cognac. Vous pouvez très bien prendre du cognac ou de l'armagnac, qui sont des alcools de vigne. Et donc, vous allez utiliser un alcool qui va titrer, on dit, autour de 40 degrés. Et donc, ce sera votre base. C'est-à-dire que le flacon que vous allez utiliser, vous allez le remplir en partie, on va dire, de cognac, par exemple. Et après, à l'intérieur de ce flacon, vous allez ajouter différents éléments qui vont être liés à à l'énergie que vous voulez capter, et donc à l'énergie eau, là, en l'occurrence. Donc, par exemple, donc dans tous les condensateurs fluidiques, si ça c'est important aussi, dans tous les condensateurs fluidiques, vous aurez au moins 3 éléments, enfin un élément de chacun des règnes, c'est-à-dire que vous allez avoir un élément minéral, un élément végétal et un élément animal. Voilà. Donc, par exemple, pour un condensateur fluidique lié à l'eau, on pourrait très bien prendre un cristal de roche en élément minéral, ça marche. On peut très bien prendre alors une plante liée à l'eau, ça peut être une feuille de nénuphar, par exemple. Ça marchera très bien. On va la découper en tout petits bouts. Et en élément animal, un animal très très lié à l'eau, c'est le chat. Vous pouvez prendre alors soit la tête d'un chat, mais vous n'êtes pas obligé, sinon quelques poils, ça suffira. Euh, Un canard. Alors Dimitri veut prendre un canard. Tu peux, un canard, ça peut le faire, hein. C'est bizarre, mais ouais. Moi, j'ai 3 chats, donc les poils de chat, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, vous allez mettre tous ces éléments-là en fait dans votre alcool, et donc vous allez pouvoir aussi, donc comme je disais tout à l'heure, personnaliser votre condensateur fluidique en fonction de ce que vous voulez favoriser. Soit si c'est pour le jardin, vous mettez un petit peu des plantes du jardin. Si c'est pour vous, tout simplement pour vous aider à capter l'élément eau pour votre pratique, par exemple, ou tout simplement pour la voyance. On peut très bien se faire un condensateur fluidique lié à l'eau qui va vous favoriser au moment où vous allez tirer les cartes ou faire de la voyance ou des trucs comme ça. Et donc, dans ce cas, l'idéal, c'est d'y mettre. Alors après, voilà, il y a des gens qui sont plus courageux que d'autres. L'idéal, c'est de mettre quelques gouttes de sang. En fait, on va personnaliser notre condensateur fluidique avec quelques gouttes de notre sang. C'est le meilleur des condensateurs fluidiques humains, on va dire, le sang. Donc voilà, vous faites une petite piqûre avec une aiguille, et puis vous allez mettre quelques gouttes comme ça, quelques gouttes de sang dans le flacon. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous allez refermer le petit flacon. Vous allez faire en sorte que ça ne s'évapore pas. Donc, vous pouvez faire couler de la cire, par exemple, sur le bouchon ou quelque chose comme ça pour l'étanchéiser un petit peu. Et vous allez avoir un condensateur fluidique que vous allez utiliser quelque part, un petit peu comme un talisman, un truc que vous allez porter et qui va vous aider pour canaliser en fait un élément. Il faut demander à Dimitri, il pique bien les doigts pour avoir du sang. Ah, ça c'est vrai. On a eu le cas à Huelgoat, et on a eu 2 morts et 3 disparus à cause de Dimitri qui piquait les doigts de tout le monde pour récupérer du sang. Donc, mais voilà, c'est pas grave, c'est les risques du métier. Et, et donc, non, on n'a pas eu de mort en vrai, hein, ni de disparu. Enfin, normalement, non, pas de disparu non plus. C'est une blague. Voilà, donc vous allez avoir un condensateur fluidique. Après, c'est pareil, de la même façon, si vous allez utiliser des petits flacons, par exemple, en verre, hein, en général, pour mettre votre condensateur fluidique. Si vous avez eu l'occasion de rentrer en contact avec des entités liées à l'eau qui vous ont donné, par exemple, un sceau, un nom, tout ça, vous pouvez très bien graver, si vous voulez lier en fait votre condensateur fluidique à l'entité que vous avez captée, si vous voulez la capter elle en particulier, on va dire, dans votre condensateur, vous pouvez très bien soit graver sur le flacon le sceau de l'entité, soit écrire sur un petit morceau de papier. Vous pouvez écrire voilà, son nom, dessiner son sceau, et rouler le papier, le mettre dans le flacon. Alors bien sûr, ça va se désagréger dans le liquide, mais l'intérêt, en fait, c'est de mettre la trace énergétique de votre entité dans votre condensateur fluidique pour capter, en fait,
l'entité en question avec sa fonction. Parce que ce qui nous intéresse en fait dans les différentes énergies, c'est la fonction en fait de ce à quoi on va avoir affaire. Donc ça, c'est un petit truc très facile à faire qui peut vous permettre, et qui est très lié quand même à l'élément eau, et qui peut vous permettre de capter comme ça cet élément beaucoup plus facilement. Et même tout à l'heure, c'est Bilal qui parlait des méditations, par exemple. Ben, en méditation, vous avez votre condensateur fluidique lié à l'eau, et ben en fait, il va vous aider à canaliser l'élément. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont très intéressantes et qui sont parfaitement faisables. OK pour ça. Alors, donc l'élément eau, donc il va nous servir, entre autres choses, donc à canaliser, à affiner nos perceptions liées à la voyance. On verra que chaque élément comme ça a ses attributions, on va dire, c'est le fameux seau d'eau. Très drôle, Dimitri. En plus, il envoie alors Dimitri, il envoie des messages à moi, histoire d'essayer de me faire marrer, quoi, quand même. Donc, je préfère le dire à tout le monde. Voilà, c'est moche ce que tu fais, Dimitri. En plus, les gens ne peuvent pas voir ce que tu mets. Et ça, c'est pas bien. Bref. C'est vraiment moche ce qu'ils font les Belges comme ça, c'est pas bien. Donc, oui, je parlais donc de la voyance. Donc, l'élément eau est lié à la voyance, et donc, par extension, à tous les éléments, tous les, comment que ça s'appelle, tous les outils que l'on peut utiliser en voyance. Dans mon doc, à un moment donné, je vous explique que les premières expériences en fait, de voyance liées à l'hydromancie, par exemple, à la voyance, la mancie, en fait, la voyance par l'eau. Les premières expériences se faisaient avec une espèce de grande carafe, et donc on remplissait d'eau, et soit c'était des carafes en verre, par exemple, et on regardait en fait dans la face bombée de la carafe, comme ça on regardait à travers l'eau, comme une boule de cristal, mais on n'avait pas les moyens de se payer une boule de cristal. Donc on remplissait une carafe d'eau, ou alors à la surface de l'eau aussi, on plongeait en fait son regard à la surface de l'eau pour percevoir des choses. Le fait aussi, par exemple, d'aller au bord des rivières, regarder en fait l'eau au bord des rivières et tout ça. L'eau est un support de voyance, donc ça va nous permettre de plonger comme ça dans cet inconnu, on peut parler de l'astral, on peut parler, voilà, c'est comme une porte, l'eau, entre les mondes, qui va nous permettre en fait de passer et de voir des choses qui se trouvent de l'autre côté. Dans cet autre monde-là, en règle générale, le temps et l'espace étant inexistants, donc on peut percevoir des choses sur l'avenir, mais aussi sur le passé, par exemple. D'où les phénomènes de voyance, en fait, comme ça. Donc voilà, par extension, donc on a eu donc en premier la carafe, la coupe aussi, la coupe qui contient l'eau, et donc aussi tout ce qui va être cristal, boule en cristal par exemple, pour faire de la voyance. Qu'est-ce qu'il va y avoir lié à l'élément eau? Qu'est-ce que je vous ai mis déjà? Ah oui, maintenant, il y a même des traditions comme la Wicca, des trucs comme ça, où ils vont vous filer un chaudron pour faire sorcière et tout ça. C'est des traditions plus modernes, mais le chaudron fait exactement le même travail en fait que la coupe d'eau dans les rituels classiques. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ouais, donc la coupe, le vase, le chaudron, etc. Tout ce qui va être en fait un contenant possible pour l'élément eau. Après, l'élément eau, il va aussi nous servir à pas mal de choses. La dernière fois, je vous disais que la terre, en fait, c'était un élément qui allait nous permettre de nous protéger, de nous mettre à l'abri. C'est le bouclier, le talisman, c'est un bouclier, on va se protéger derrière. Ça va être le sous-sol, la grotte, là où on va se mettre à l'abri de ce qui peut tomber, je sais pas, de chute de météorites ou de tout ce que vous voulez. Avec l'élément eau, on va avoir un élément qui va aussi nous permettre de repousser. Parce que c'est avec l'eau, une fois qu'elle va être consacrée de façon bien précise, que l'on va pouvoir aussi exorciser. Vous avez tous déjà vu ça dans les
les films d'exorcisme, par exemple, où le curé, il va avoir une espèce de son petit truc là qui trempe dans l'eau, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et il va balancer de l'eau, par exemple, sur la personne qui est possédée, ça va la brûler et tout ça, parce que l'eau a cette capacité à récupérer en fait la mémoire, enfin pas la mémoire, l'information. Voilà. L'eau, c'est un goupillon, ça s'appelle un goupillon, Chantal, le truc là qu'il a avec la petite boule comme ça là. Moi, les goupillons, pour moi, c'est les trucs qui nettoient comment dire, les tubes à essai, les trucs comme ça, ou les biberons. D'accord, je savais pas. Bon, ben voilà, j'aurais pas. Voilà. Le goupillon du curé pour l'exorcisme. Vous avez appris aussi un truc, je suis sûr, comme moi. Donc, ouais, je disais que l'eau, en fait, elle a cette capacité de retenir l'information. Quand on va consacrer finalement de l'eau, comme l'eau est extrêmement sensible à l'énergie, quand on va consacrer de l'eau, on va donner une information à l'eau en lui disant bah, tiens, maintenant tu vas servir à ça. Un petit peu comme ce qu'on fait avec un cristal de roche quand on va le programmer. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le cristal de roche est associé à l'élément eau. D'accord ? Du coup, avec cette capacité à être programmé, ben, on va pouvoir programmer l'eau à être une eau d'exorcisme, par exemple. On va pouvoir la programmer aussi à être une eau bien particulière dans un rituel. Et au-delà de ça, vous avez tous déjà sûrement entendu parler des eaux là qu'on fait. Alors, il y en a, ils inventent des machines pour programmer l'eau. Et ça va faire, alors moi, à mon époque, c'était l'eau diamant. Donc, c'est un truc que vous buvez, puis vous mélangez avec de l'eau normale, et hop, ça fait à nouveau de l'eau diamant, et puis vous faites circuler l'eau, en fait, comme ça. Et bah, ça soigne, vous vous sentez mieux quand vous le buvez, etc., etc. Et il y a des expériences qui ont été faites, même, où on s'est aperçu que bah, sur 2 plantes similaires, une arrosée avec une eau diamant, par exemple, et une arrosée avec de l'eau du robinet, eh bien, celle arrosée avec l'eau diamant était plus verte, plus belle, etc., etc. Donc ça existe, hein, cette espèce de programmation de l'eau, ça existe. Après, là où il y a un petit peu l'envers de la médaille, c'est que même si l'eau retient bien l'information, le problème, c'est que elle finit toujours par s'en débarrasser à un moment ou un autre. Et elle est extrêmement sensible aux informations multiples qui va y avoir autour d'elle. Ce qui fait qu'il y a eu aussi des expériences qui ont été faites, et c'est ce qui, moi, m'avait mis à l'époque un peu la puce à l'oreille, pardon, où bah, vous allez avoir, par exemple, la machine qui fabrique l'eau diamant, vous allez faire 2 bouteilles, et vous allez faire circuler ces 2 bouteilles via 2 types de groupes, en fait, humains, qui chacun vont se passer, en fait, la bouteille et tout. Et arrivé au bout des 2 chaînes, finalement, vous récupérez, en fait, les bouteilles, et vous allez arroser vos plantes, et vous allez vous apercevoir que, bah oui, effectivement, avec une plante, une bouteille, bah, il y a la plante qui va beaucoup mieux, et avec la deuxième bouteille, qui devrait normalement avoir le même effet, bah, vous allez avoir une plante qui va crever beaucoup plus rapidement. Tout simplement parce que, en fonction des casseroles que vous allez porter, vous allez en passer une partie, en fait, à votre eau. Et ce qui va faire que bah, quand on se passe comme ça une bouteille, même si c'est une eau qui est programmée, on donne tous un petit peu quelque chose à cette eau. Et il y a ce qu'on appelle aussi les principes de rémanence, hein. On va laisser une trace énergétique, en fait, sur cette eau. Et au fur et à mesure, bah, si vous passez votre bouteille vous faites passer dans un groupe avec que des gens sains, bah, effectivement, à la limite, elle va même se bonifier au fur et à mesure des passages, et à la fin, effectivement, bah, elle sera très adaptée pour faire grandir une plante. Par contre, si vous faites passer votre bouteille auprès de gens qui ne sont pas forcément sains, et ben là, ou qui traînent des casseroles, parce que quand je dis souvent qui ont des espèces de cadavres dans le placard, tout ça, bah là, forcément, l'eau, elle va s'imprégner, en fait, de cette négativité. Elle va s'imprégner jusqu'à ce qu'elle s'en charge, finalement. Et quand vous allez l'utiliser pour arroser une plante, bah, effectivement, ce qui va se passer aussi, ça va être que bah, elle va rebalancer aussi cette négativité. Donc chargée, plus elle aura rencontré de monde, bah, plus elle sera chargée en négativité. Et du coup, bah, au lieu de faire grandir la plante, ça va la faire crever. Donc pourquoi cette petite histoire? Tout simplement parce que quand vous allez consacrer une eau, soit vous la gardez précieusement quelque part sans que personne ne la touche, ne la voie ou quoi que ce soit vous la jetez et vous consacrez à chaque fois, en fait, que vous faites un rituel. Moi, personnellement,
à chaque fois que je fais un rituel, je prends de l'eau, j'ai une toute petite coupelle qui est pas très grande parce que j'ai pas besoin de 3 litres de flotte, hein, clairement. Donc je remplis ma petite coupelle, je consacre ma coupelle d'eau, enfin, donc l'eau qui est dans ma coupelle. Et une fois que j'ai fini mon rituel, je vais faire une exécration, c'est-à-dire je renvoie en quelque sorte, j'éjecte ma programmation de l'eau et après je vide l'eau dans l'évier, tout simplement. Parce que ça va m'éviter en fait d'avoir une eau qui puisse être au contact de gens, par exemple, je sais pas, alors dans mon occultum, il y a personne qui vient, mais admettons, on va dire qu'il y a quelqu'un qui passe, je sais pas, ou voilà, qui va fouiller dans mes affaires et qui a pas forcément des bonnes intentions, et ben, ça va éviter que mon eau de consécration, elle va être dégueulassée en fait par quelqu'un avec des énergies négatives. Donc je préfère refaire le même truc régulièrement à chaque rituel. Et puis moi, je fais beaucoup de rituels, ne serait-ce que parce que je fais beaucoup de talismans, par exemple, que je vends sur mon site. Donc j'en fais très régulièrement. Bah, je m'en fous en fait de refaire tout le temps, de reconsacrer tout le temps un peu d'eau. C'est un truc qu'on fait très rapidement et tout ça. Et plus on a de la pratique et plus ça va vite. Mais au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de saloperie dedans. Et puis après, la deuxième problématique, c'est que en fonction de l'eau que vous allez utiliser, elle va, pardon, hop, l'eau en fait va pourrir tout simplement au bout d'un certain temps, hein. Si vous gardez de l'eau pendant 1 an, vous allez voir, il y a des espèces de petits filaments et tout ça, des trucs comme des champignons qui vont se développer et tout ça. Et donc, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Après, quand vous avez une pratique alchimique ou spagyrique, on va dire, on va distiller de l'eau. Moi, ce que je fais, enfin, j'ai des bouteilles, ça fait des années que je les ai, hein, d'ailleurs, j'ai des bouteilles d'eau, c'était de la rosée. J'ai ramassé de la rosée, j'en avais ramassé plusieurs litres à l'époque. Je l'ai distillé 7 fois, parce que bah, dans la pratique spagyrique, on va distiller 7 fois en fait la rosée, tout simplement. Et bah, elle a été tellement distillée, tout ça, que bah, toute bactérie a disparu, puisque la distillation, en fait, c'est un processus qui va purifier l'eau. Et du coup, bah, moi, ça fait des années que j'ai mes bouteilles de rosée, et l'eau n'est pas pourrie. Elle pourrit pas, en fait, elle reste parce qu'elle est quasiment stérile, en fait. Donc, et ça, après, on peut l'utiliser aussi dans des condensateurs fluidiques, on peut faire plein de choses avec, quoi. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que l'élément eau, en fait, dans votre rituel, il est important et il est important aussi de comprendre comment il fonctionne, comment il réagit, comment il agit et comment il réagit. Et donc, ce que vous pouvez, si vous pouvez le conserver ou non, en fonction de votre pratique, quoi. Donc, moi, perso, le conseil pour les rituels basiques, c'est de toujours reconsacrer, en fait, de l'eau, tout simplement. Donc voilà, donc les outils liés à l'eau, en fait, effectivement, donc ça va être tous les contenants qui vont pouvoir contenir finalement l'eau qu'on utilisera dans le rituel. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, dans les outils, en fait, pour ceux qui s'intéressent au solide de Platon, le solide qui est lié à l'élément eau, en fait, c'est l'icosaèdre. C'est un icosaèdre, hop, je vais vous en montrer un, ça sera plus simple. Hop. Et ce solide-là, vous voyez qu'il va avoir, en fait, alors il a 12 faces, je crois, exactement. Quelque chose comme ça, 12 faces et 12 arêtes. Voilà. Ça, c'est un icosaèdre et c'est ce qui va être lié à l'élément eau, en fait. C'est la forme, c'est le solide de Platon lié à l'élément eau. Et la dernière fois que je vous avais parlé du cube, mais ça c'est facile, hein, le cube, tout le monde le connaît. Alors, un icosaèdre en cristal de roche, c'est quelque chose qui est très intéressant en méditation quand vous voulez capter l'élément eau. Parce que là, on est complètement lié. En plus, le cristal de roche étant un amplificateur, il va amplifier en fait la forme qui est liée à l'élément. Donc, ça, c'est vraiment en méditation. Hop, vous allez vous le mettre dans les mains, par exemple, ou si vous allongez, vous pouvez vous le mettre sur le cœur ou où vous voulez. Peu importe, et ça va canaliser l'élément eau et ça va vous le retransmettre et ce sera beaucoup plus facile à canaliser avec ça. On trouve ça dans les boutiques ESO, hein, ça c'est... faut que je mette ça, je vais le remettre direct. Hop, je vais le faire.
Oui, hop là. Mal à la gorge, je suis obligé de boire de l'eau, du coup, pour l'élément eau. 20 faces et pas 12. Merci, Chantal. Et quoi alors 12, c'est 12 arêtes, non, qu'il a? Peut-être. Il n'y a pas un 12 avec les causettes, je ne sais plus. Ah oui, voilà, 12 arêtes. D'accord. C'est celui qui a le plus de faces, en fait, de tous les solides de Platon. Alors ensuite, en même temps, il faut que je barre les trucs que j'ai dit, parce que je me fais une petite liste de ce que j'ai à vous dire. Hop. Dididim. Et voilà. Hop. Ah non, et voilà pas. Voilà. Alors, ensuite, c'est pareil, hein, au niveau des lieux qui vont être liés à la pratique, en fait, de soit la méditation, hein, c'est lié à l'élément eau, donc ça va être tous les lieux, en fait, près des rivières, des lacs, des étangs, mais aussi près de la mer. Moi, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai grandi près de la mer, à La Rochelle, et un endroit que j'aimais beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, c'est devenu super touristique, c'est chiant, il y a toujours du monde partout. Mais donc j'habitais à Étré, qui était une petite ville à côté de La Rochelle. Maintenant, ça fait presque partie de La Rochelle, c'est devenu très grand. Et donc là, c'était une petite ville à côté de La Rochelle, et il y avait 3 kilomètres de plage, qu'il y a toujours d'ailleurs. Et en fait, il y avait des jetées, vous savez, qui avançaient sur la mer comme ça en pierre. Et c'était chouette parce que il y avait pas grand monde, et j'y allais souvent le soir, et je me mettais vraiment tout au bout de la jetée quand la marée était haute, et du coup je me retrouvais en fait quasiment au milieu de l'eau, et ça donnait cette sensation comme ça, ou d'être dans l'élément finalement. Et les méditations que j'ai fait les plus intenses à cet endroit-là, c'était que je vous dise pas de bêtises, fin automne début hiver. C'était des périodes en fait où il y avait du brouillard qui montait sur la mer, et du coup, quand vous étiez au bout de la jetée, le brouillard, il vous enveloppait tout autour. C'est-à-dire que vous ne voyiez même plus la plage derrière vous ou le reste de la jetée. Et donc je m'asseyais là comme ça sur la jetée, et je faisais mes méditations là, et c'est extrêmement intense de se mettre vraiment là. J'avais vraiment la sensation d'être au milieu des eaux. Et c'est pareil, et je voyais beaucoup d'ombres qui se levaient en fait. Donc pour moi, c'était certainement des entités en fait qui étaient là. Et donc je voyais beaucoup d'ombres qui se levaient dans le brouillard comme ça. Donc ça faisait comme des ombres noires en fait qui se dressaient autour de moi. Et c'était vraiment intense, quoi. Ça, c'est vraiment des expériences que je recommande à tout le monde, enfin, ceux qui ont la chance d'habiter près de l'eau. Malheureusement, aujourd'hui, pour ceux qui sont sur La Rochelle, c'est très compliqué parce qu'il y a tout le temps du monde sur les plages. C'est très chiant, mais été comme hiver. Il n'y a plus d'endroits vraiment tranquilles, quoi. Mais si vous avez l'occasion d'être près de plages intéressantes, quoi, ou après au bord des étangs, des rivières, tout ça, au bord des rivières au niveau des rivières, par exemple, comme à Huelgoat, ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Huelgoat avec moi, à Huelgoat, là où il y a des espèces de... Donc, Huelgoat, c'est un chaos avec des pierres, et donc au milieu des rivières, vous avez des pierres, en fait, et où l'eau, elle va passer tout autour comme ça. Et une méditation comme ça sur une de ces pierres, c'est super intense parce que là, vous êtes vraiment entouré par l'eau, vous êtes vraiment dans l'eau, et vous allez même, si vous tendez un petit peu l'oreille, vous allez entendre les chuchotements de l'eau. Des fois, on comprend des choses, on comprend des mots, on comprend des pas des phrases, ou du moins pas des longues phrases, mais on comprend, il y a des informations qui passent comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un élément qui est pas compliqué, on va dire, à capter, et qui peut être très, très intense, quoi. On peut vivre des expériences vraiment intenses, mais juste même sans rituel, en fait. Juste une méditation comme ça au niveau de l'eau. Moi, je l'ai beaucoup fait près de la plage et tout ça. Une méditation comme ça, ça vous habite, quoi. À un moment donné, ouais, il y a un truc qui se passe, et il y a une communication qui se passe. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Quand on va à Huelgoat, d'ailleurs, on fait une méditation près d'une rivière.
comment ça s'appelle la rivière je crois que c'est la mare aux fées, ça s'appelle. Et c'est souvent hein, que les gens qui ont fait ces méditations avec moi à Huelgoat et tout ça, souvent on entend chuchoter. En fait, on a l'eau comme ça qui coule et tout, et on entend chuchoter, on entend des voix et tout ça. Et d'ailleurs, les autochtones, généralement, ils les associent à des fées, hein, et ça a toujours été de tout temps associé à des fées. Dites-vous que les ondines, on associe en fait à l'élément eau, en fait, ce sont les fées des contes. Alors, au niveau des élémentaux, il y a un ouvrage qui était très connu au Moyen-Âge. Alors, c'est un ouvrage qui a été très controversé parce que certains ont dit que c'était à prendre avec ironie, c'est-à-dire que ça a été écrit pour dénoncer. Sauf que dans cet ouvrage, vous trouvez quand même des invocations et des trucs qui étaient déjà utilisés, en fait, comme l'oraison des salamandres, qui étaient vraiment déjà utilisés par la magie. Et il y a beaucoup d'informations qu'on retrouve dans cet ouvrage qu'on va retrouver chez Paracels, par exemple. Donc, on sent que le gars qui l'a écrit, il savait quand même de quoi il parlait. Et on y parle notamment de la fée Mélusine. Mélusine, alors, donc, c'est pour moi une fée qui est assez importante, on va dire, tout simplement parce que la fée Mélusine, c'est la fée en fait du Poitou. Donc, moi, j'habite dans le Poitou-Charentes. Mélusine est très présente en fait dans toute la région Charente-Maritime, Charente-Maritime de Sèvres, Vendée jusqu'à la Vendée aussi, enfin toute cette région-là. Et donc Mélusine, pour ceux qui connaissent, bah oui, chez toi Lucie, ouais. Jusque dans ma chambre. Pour ceux qui connaissent en fait, ou qui connaissent pas, pardon, Mélusine, c'était une fée qui avait rencontré le seigneur des Lusignans et qu'il avait pris pour épouse, tout ça. Alors lui, il savait pas hein, que c'était une fée, forcément. Et en fait, elle lui avait promis plein de choses, et puis elle lui avait dit qu'en échange, tout ce qu'elle demandait, c'était de pouvoir être, je crois que c'était le samedi, d'avoir sa journée, grosso modo, le samedi, elle s'enfermait dans sa chambre, et puis fallait pas la déranger, fallait pas ouvrir la porte. Et donc, voilà, elle lui a fait plein de beaux enfants, tout ça, tout allait bien. Et puis un jour, je sais plus, il y a un conte ou enfin un collègue du gars qui a débarqué, qui a commencé à lui filer des doutes en lui disant mais t'es sûr qu'elle te trompe pas ta femme, tout ça, c'est quand même bizarre. Et finalement, à force d'écouter ce type-là, il a été voir ce qu'elle faisait. Il a ouvert la porte et il s'est aperçu que en fait, c'était une fée qui avait une grande queue de serpent et qui se baignait en fait quand elle se mettait dans l'eau. C'est là que la queue elle apparaissait et donc elle prenait un bain tous les samedis, voilà pour retrouver son état de fée. Et donc après, quand elle l'a vue, elle a poussé un cri et elle s'est envolée par la fenêtre et elle a disparu. Et en fait, c'est une ondine très connue dans le légendaire, dans tous les contes et tout ça. C'était une ondine, tout simplement. Et donc, c'est le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est Le Conte de Gabalis. Alors, je vais vous donner le titre exact, ça sera encore plus simple. Oui, il y a Claude Lecouteux qui a écrit effectivement, dessus. Il y en a plein, hein. On la retrouve beaucoup, Mélusine. Rien que pour vous dire, enfin, dans la région et tout ça, nous, on a, par exemple, juste au sud de Vendée, ici, on a carrément une tour Mélusine. Il y a plein de bâtiments. La tour Saint-Nicolas, par exemple, à La Rochelle, avant, on l'appelait la tour Mélusine aussi. Et on disait qu'elle avait été construite par Mélusine. Et donc, elle a imprégné tout le lieu. Et elle est tellement importante, cette Mélusine, que dans comment ça s'appelle, dans l'arbre généalogique des Lusignans, on va la retrouver en fait. C'est une des c'est quelque chose assez surprenant. C'est que en fait, elle apparaît dans l'arbre généalogique des Lusignans et en fait, elle est à la base de la famille des Lusignans, alors que normalement, c'est une fée. Donc, c'est assez surprenant de voir une fée qui est dans l'arbre généalogique officiel de la famille des Lusignans, qui étaient les comtes en fait, du Poitou pendant des siècles, quoi.
Le livre que je vous parlais, là, qui parle beaucoup des élémentaux, c'est Le Conte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secrètes. Et c'est écrit par Montfaucon de Villars. On le trouve en PDF maintenant sur Internet, assez facilement, gratuitement en plus. Voilà, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que voilà, les ondines, en fait, c'est les fées. Et pendant très longtemps, les humains ont côtoyé, en fait. Ah, il y a Christophe qui nous a. C'est quoi, c'est le conte de Gabalis que tu as trouvé? Ben voilà, ça va très très vite. Merci bien. Donc, tout le monde le voit, hein, le lien pour télécharger le bouquin du conte de Gabalis, hein, je pense. Et donc voilà, qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus. Toc, 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 toc. Ah oui, donc il y a beaucoup d'histoires dans les légendaires, dans les légendes et tout ça, d'humains qui vont se lier à des fées. Et donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit puisque avec l'élément eau, on a un côté très, comment on dit, séducteur, très comme c'est un élément qui va s'adapter, il va facilement s'adapter à vous pour vous séduire finalement et pour vous entraîner, on va dire, dans ces filets. Souvent, on disait que si on allait se promener près d'une rivière, par exemple, on pouvait être attiré par ces fées comme ça, qui étaient tellement belles, tout ça, à moitié nues, qui vous appelaient et tout ça. Et si vous vous laissiez emporter, elles vous emportaient en fait au fond de l'eau. C'est comme les sirènes, hein. Les sirènes sont aussi des ondines finalement, et donc liées à l'élément eau. Et donc, elles vous emportaient au fond de l'eau. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit pour se dire que voilà, c'est un élément qui est palpable, qui est utilisable, qui est efficace, pratique. Mais justement, si vous vous laissez aller, on va dire, en vous disant bah, c'est bon, je maîtrise, tout va bien, j'ai pas peur, c'est là que vous pouvez en fait vous faire embarquer, quoi. Il y a Bilal qui nous écrit en Afrique du Nord. Les djinns de l'eau peuvent enlever une personne qui pense avoir passé des mois et même une vie dans le monde alternatif. À son retour, la personne se rend compte qu'elle a passé une journée ou bien un siècle selon les versions. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on va retrouver ça aussi dans les légendes celtes, notamment avec la légende de, je ne me souviens plus le nom d'un prince ou d'un roi, je ne sais plus, qui était parti en bateau avec ces hommes qui ont accosté sur une île avec, pareil, plein de belles femmes et tout ça. Ils sont restés là pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont voulu repartir. Donc, ça a été très compliqué d'abord de convaincre tout le monde de repartir. Et finalement, ils sont repartis en bateau. Et quand ils ont accosté, en fait, sur les berges, alors, il y a une histoire où ils ont vu des gens à proximité. Et quand ils leur ont dit qu'ils étaient personne ne les connaissait parce qu'en fait, les siècles avaient passé. Et quand ils ont posé le pied en fait sur Terre, eh ben, ils se sont transformés en poussière, quoi. Et donc, ce côté comme ça de voilà, être aspiré dans le monde alternatif et revenir, on le voit vraiment très bien avec l'élément eau, c'est-à-dire que on peut vraiment être absorbé par cet autre monde en quelque sorte, dans cet autre monde, dans ces illusions. C'est pour ça aussi que je vous ai mis dans le doc que c'est aussi un univers d'illusions, de croyances, de tout ça, hein, avec l'élément eau. Et on peut très bien être absorbé en fait dans cet univers d'illusions, se mettre complètement à fond dedans jusqu'au jour où vous allez vous réveiller, vous allez vous apercevoir que bah, vous avez perdu peut-être des années ou voilà, des mois ou des trucs où vous avez finalement tourné en rond, quoi. Donc voilà, c'est quand même un élément dont il faut, encore une fois, il faut garder la maîtrise. Voilà. Il ne faut pas se laisser aller et il faut toujours, toujours, toujours se remettre en question ce qu'on fait quand on fait de la magie, quoi. Clairement, on devrait imposer une psychanalyse à tous ceux qui pratiquent la magie en même temps. Une psychanalyse parallèle, on va dire, parce que c'est extrêmement important d'être capable de se remettre en question, parce que l'élément eau peut nous embrouiller très rapidement. Oubliez toujours pas, hein, ces histoires de sirènes, de fées, de tout ça qui vont nous séduire, qui vont ah bah oui, d'accord, tout va bien. C'est pareil hein, au niveau des entités de l'élément eau. Je ne sais plus si je vous ai parlé il y a 15 jours là des formes des entités de l'élément air.
de l'élémentaire, pardon. Les entités de l'élémentaire, par exemple, alors je ne sais plus si j'en ai parlé, c'est souvent des entités assez, donc c'est plus ou moins humanoïdes, mais pas forcément, et souvent assez racées, assez trapues, assez, voilà. Moi, dans les entités que j'avais eues, j'en avais une, par exemple, qui avait une tête de tortue, j'en avais une autre qui avait une tête de caméléon. Il peut y avoir, voilà, des hybrides comme ça, mais c'est toujours des entités un petit peu ramassées. Avec les entités liées à l'eau, c'est souvent donc des femmes. Alors, moi, en tant qu'homme, voilà, c'est plutôt comme ça parce que je soupçonne en fait que comment on dit, ah zut, l'entité, comment on dit, mâle ou femelle là, j'ai mangé le nom, que le genre, voilà, l'orientation, ouais, le genre soit aussi fonction de ce que vous allez rechercher en quelque sorte. Moi qui suis hétéro, par exemple, j'ai toujours eu affaire à des entités femmes. Mais je pense que selon son orientation sexuelle, les entités vont s'adapter en fait, parce qu'elles cherchent toujours à séduire. Elles sont toujours magnifiques. Et voilà, c'est toujours des très belles entités. C'est toujours des entités qui vont correspondre finalement à vos canons de beauté. N'oubliez jamais que c'est votre mental qui crée la forme. D'accord? L'entité, ce que vous allez capter, vous, c'est uniquement une énergie. Et donc, votre mental crée la forme, donc il vous connaît bien, il va adapter en fait une forme à ce que vous trouvez beau, charmant, ravissant, etc. Donc, il ne faut jamais se laisser en fait piéger par ce que vous voyez, et encore moins en magie, parce que, encore une fois, c'est votre mental qui donne la forme, quoi. Et donc voilà, je soupçonne. Alors après, il faudrait voir avec d'autres personnes qui font les expériences et tout ça en fonction de ce que vous allez percevoir. Ça serait sympa de s'en parler parce que je soupçonne que le genre des entités va se définir en fonction de l'orientation sexuelle. Mais ce n'est une suggestion, une hypothèse de ma part. Qu'est-ce qu'il dit aussi, Bilal? Ulysse qui se fait attacher dans le mât pour entendre le chant des sirènes sans se faire dominer par eux. C'est exactement ça, c'est exactement là-dedans qu'on est finalement, avec l'élément eau. Arriver en fait à garder suffisamment de recul par rapport à notre pratique pour ne pas se faire embringuer en fait dans ce que veut nous faire l'élément eau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, et c'est l'apprentissage de l'élément eau finalement. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme un apprentissage, comme une expérience, comme quelque chose qui va vous aider à grandir, à devenir de plus en plus fort en quelque sorte. Donc voilà, donc les entités de l'élément eau, ça va être comme ça des entités qui vont toujours avoir une belle, beau visage, un beau corps, des beaux atouts, on va dire. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Donc oui, pour les techniques, en fait, pour capter l'élément haut, tout ça. Donc, je vous ai remis, hein, je vous ai juste transformé, j'ai enlevé les éléments qui étaient liés à la terre et j'ai remplacé par les éléments qui étaient liés à l'eau. Et je vous ai remis le rituel de tatouage, je vous ai remis le rituel d'évocation de l'élément, et je vous ai remis normalement, comme la dernière fois. Et je vous ai rajouté une autre méditation, en fait, par rapport au tatouage. Je vous ai rajouté aussi la méditation telle que la faisait, en fait, comment ça s'appelle, la Golden Dawn. Mais juste la méditation sans rituel. Pour ceux qui ont moins l'habitude de la rituelie, vous allez pouvoir faire la même expérience avec les tatouages, mais sans le côté rituel, quoi. Et donc, je vous ai mis aussi rituel d'exploration élémentaire avec les tatouages, donc ça, je l'ai dit. Et le rituel évocatoire, voilà. Donc, je vous ai remis les mêmes choses, mais liées à l'élément, en fait, eau, pour ce coup-ci. Voilà. Donc, du coup, voilà, pour invoquer, en fait, cet élément, on va faire avec ces différents procédés. Commencez toujours, encore une fois, par la méditation. N'hésitez pas à bien bien vous protéger
ça coule de source, mais aussi surtout bien prendre du recul par rapport à ce que vous voyez. Ne vous laissez vraiment, hein, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, mais ne vous laissez pas embringuer dans ce que vous voyez, même si ça vous paraît tellement extraordinaire et tellement flatteur, ou voilà. Vous ne devez pas plonger dans le truc. Ne suivez pas les sirènes au fond de l'eau. Tac, 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 tac. Donc ça, je l'ai dit. Blablabla, ça, je l'ai dit aussi. Ah oui, je vous ai mis aussi des informations. Alors, j'en ai pas parlé, il me semble, la dernière fois. Donc, dans les invocations liées aux éléments, on va retrouver différents termes. Donc, on va retrouver souvent des noms d'anges, comme Emachiel ou des choses comme ça, qui sont des noms qui sont liés, en fait, qui viennent certainement du fond kabbalistique. Et à côté de ça, on va retrouver aussi les noms des rois des élémentaux, comme par exemple avec les élémentaux liés à la terre, on va avoir Gob. On va avoir ceux liés à l'eau, on va avoir Nixa, il s'appelle Nixa. Ceux liés à la terre, on va avoir ceux liés à l'air, pardon, on va avoir Paralda, et ceux liés au feu, on va avoir Jin. Ces 4 noms-là, sont des noms qu'on va retrouver en fait dans les traditions des élémentaux, et du coup ces noms ils vont assez loin en fait dans le temps, tellement qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent. Alors j'ai mon ami Hierosolis, ça vous connaissez sûrement Hierosolis, zut, comment il s'appelle? Ah, j'ai mangé son nom, bah bravo, ça fait bien, hein. Bon, enfin bref, son nom d'écrivain, c'est Hierosolis, qui a fait une petite étude là-dessus. Alors lui, il les rapproche de termes hébraïques. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai fait aussi une étude. Enfin, lui, il partait du principe que c'était comment il s'appelle, Eliphas Lévi, en fait, qui avait inventé ces termes-là. En réalité, moi, je les ai retrouvés bien plus loin, bien avant, bien en amont d'Eliphas Lévi. Et du coup, je me suis mis des petites théories, parce que je trouve ça assez particulier, puisque admettons que donc nous on est en France, on est en Europe, on va dire, et vous savez qu'on a associé par exemple les éléments aux différents points cardinaux. Le roi des élémentaux liés à la terre, c'est Gob. Et en fait, souvent, selon les traditions, mais la majorité des traditions associent les élémentaux liés à la terre au point cardinal du nord. Et effectivement, quand vous allez dans le nord, les traditions qu'on va retrouver, ça va être les traditions scandinaves, notamment les traditions vikings. Et dans les traditions vikings, on retrouve beaucoup les gobelins. Et donc, on retrouve bien ce terme de gob pour parler des gobelins. Et c'est lié donc au nord. On va voir la même chose avec le terme djinn pour les salamandres. Donc, sachant aussi que le nord et la terre, la terre, c'est un élément qui est froid, en fait. Et le nord, effectivement, c'est ce qui va représenter aussi le pôle nord, et donc tous les côtés assez froids, donc liés à la terre. Quand on va au sud, on va souvent y associer l'élément feu. Et l'élément feu, c'est Jin. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a en dessous de nos pieds, en quelque sorte? C'est le Moyen-Orient. Et on retrouve dans les traditions donc d'Afrique du Nord, on trouve les djinns dans toutes les traditions. Et comme par hasard, le terme djinn, c'est le roi des élémentaux, en fait, lié au feu. Et du coup, c'était un petit peu plus compliqué pour les deux autres, mais quand on réfléchit et quand on cherche un petit peu, je me suis aperçu que l'eau est souvent aussi reliée, alors selon les traditions, soit l'eau est reliée à l'ouest de notre côté, et l'air à l'est, et inversement, en fait, il y a des traditions qui relient l'eau à l'est et l'air à l'ouest. Et en fait, si on suit cette tradition-là, c'est-à-dire l'eau à l'est,
on va s'apercevoir que dans les pays germaniques, les ondines qui sont liées en fait à l'élément eau, on les appelle les Nix. C'est Hervé Solarxic, merci Dimitri. On les appelle les Nix. Les Nix, N-I-X-E-S, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle les ondines liées à l'eau. Et comme par hasard, quel terme on a en fait le roi des élémentaux liés à l'eau, c'est Nixa. Donc, on retrouve en fait ce terme de Nix. Et donc, le dernier terme qui me reste, en fait, c'est Paralda pour l'air. Et donc, on associerait à l'Est. Et je pense, alors, je n'ai pas trouvé, Paralda, c'est très compliqué à trouver, mais je pense que Paralda pourrait avoir une origine celte, tout simplement. Et donc, pourrait être des entités celtes, tout simplement. Et donc, on aurait récupéré comme ça les différentes entités principales qui désignent finalement tout le temps les mêmes, puisqu'on parle tout le temps d'élémentaux. Et on les a associés aux éléments en fonction de ce que nous inspirait en fait la position par rapport à nous. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais ce qui est sûr, par exemple, c'est que Nixa, par exemple, ça vient plus probablement des Nix de Germanie que d'un quelconque terme hébreu, tout comme djinn, ça vient pas d'un terme hébraïque, ça vient vraiment des termes d'Afrique du Nord, ou gob avec les gobelins. Voilà, clairement, ça n'a pas aucun sens en fait de les rattacher à l'hébreu, quoi. C'est pas du tout des termes hébraïques. Mais donc ces rois en fait qui sont restés finalement dans le langage commun, qui ont créé leur propre égrégore, c'est des choses que vous pouvez aussi vous invoquer en fait lors de vos méditations ou de vos rituels. Donc je vous ai mis un petit truc sur les ondins, une petite compilation de choses que j'ai trouvées, et notamment les différents noms par lesquels on va les nommer. Donc on va voir les sirènes, on va voir les nymphes aussi, les nymphes des Grecs, hein, clairement. Chez les Germains, ben voilà, je le mets Lorelei, Nixen et Nyx. On y entend très bien le terme Nixa en fait. Des formes aussi chez les Germains, on les associe aux chevaux, aux taureaux, aux poissons. En Écosse, on retrouve les Kelpies ou les Kelbies. En Inde, on trouve les Apsaras. Et après, en fait, il y a beaucoup finalement de classifications liées aux ondins, ondines. Et notamment, en fait, on les a classés en nymphes célestes, par exemple, nymphes terrestres, nymphes des eaux. Alors, il y en a plein, nymphes marines, nymphes d'eau douce, nymphes de la terre, nymphes des montagnes, nymphes des vallées. En fait, partout où il y a de l'eau qui circule, il va y avoir des nymphes particulières. Et ces nymphes vont avoir différents noms. Donc, vous allez avoir les Uranies, les Épigées, Éphidriades, Océanides, Néréides, Naïades, Crénès, etc., etc. Et donc, tous ces termes-là, vous pouvez, vous, après, les réutiliser en fait dans différents rituels pour des invocations, pour des choses comme ça, ou tout simplement les connaître peut vous permettre aussi de comprendre une entité qui vient et qui se présente à vous avec ce genre de termes-là. Ben, si vous les retrouvez, vous allez comprendre un petit peu à quoi elle sert ou dans quoi dans quel élément plus précis elle se situe. Je vous ai mis aussi, après, on retrouve un chef des esprits aquatiques, c'est plus dans les traditions de l'Ouest, enfin, germanique, c'est Idriel aussi. Donc voilà pour ça. Je vais reprendre une petite gorgée d'eau. Ça va, je ne vous ai pas encore endormi, j'espère. Alors, vous êtes bien sage en tout cas. Tout va bien, super. Bon, mais si ça va bien, super, c'est merveilleux. Alors, ah oui, il faut que je raye les trucs dont j'ai parlé. Hop. On en a déjà parlé aussi. Hop. Alors, on va parler du palindrome en fait de base 6. Donc, on reprend en fait nos constructions de palindrome de la dernière fois. Je vous avais filé le palindrome de base 5. Donc ici, on va voir le palindrome de base 6. Alors, vous vous souvenez un petit peu de la technique pour construire. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez construit plein de palindromes de base 5 depuis 15 jours. Là, vous êtes au moins 5 par jour. Donc là, on va voir un petit peu les bases paires, pardon, avec le palindrome de base 6. Je le trouve beaucoup plus facile à fabriquer que le base 5. Vous allez voir pourquoi. Ici, on n'a pas une colonne au milieu
hein, comme avec le base 5. Ici, en fait, dans le dessin que je vous ai fait, vous avez une croix au milieu avec un petit carré, en fait, et c'est là-dedans, en fait, qu'on va représenter la valeur de la première lettre. Donc, étape numéro 1, donc comme pour les autres carrés, on transpose le nom dans les cases du carré. Donc ça, c'est la première étape, hein, on est sur la page 6 du document. Ensuite, tac, tac, tac. Alors, les deux lettres qui auront la même somme que la première lettre du nom, vous vous souvenez, la dernière fois, on formait une croix un petit peu au milieu. Et là, en fait, on ne va pas former une croix au milieu avec ces deux lettres, on va les ajouter dans le carré du milieu. Donc, par exemple, dans mon exemple, c'est bizarre, mais bon. Dans mon exemple, les deux lettres qui ont la valeur du haut, c'est E et B. Il me faut quand même une voyelle et une consonne. Et donc, on va retrouver au centre EB et en dessous BE, voilà, parce qu'elles s'inversent. D'accord? Comment je vais déterminer où est la voyelle et où est la consonne? Tout simplement en fonction de ce qu'il va y avoir au-dessus. C'est-à-dire qu'avec EB, si par exemple, donc, si vous êtes sur la figure donc, de la page 6, vous voyez, il y a marqué EB au milieu et le mot que j'ai utilisé, c'est OCP. Et donc, vous voyez, là où il y a le I, en fait, si je descends du haut vers le bas, donc je vais avoir le I, une case vide, E, B, une case vide, P. Et en fait, ces cases vides-là nous indiquent ce qu'il va falloir mettre comme type de lettre, c'est-à-dire consonne ou voyelle. Donc, entre le I et le E, si je mets une autre voyelle, ça va être imprononçable. Du coup, il y aura forcément une consonne. Tout comme entre le B et le P, si je mets une autre consonne, ça va être imprononçable. Donc, il va y avoir en fait une voyelle. Donc, c'est facile, ça se fait. De toute façon, en le construisant, on s'aperçoit, on comprend que voilà, si on veut faire quelque chose de prononçable, il n'y a pas 50 choix en fait. Et c'est ce qui est intéressant avec la construction de ces palindromes, c'est qu'à un moment donné, vous allez faire un truc qui va pas être finalement inventé par vous, mais qui ne peut pas être autrement que ce qu'il a été fait en fonction des premières lettres que vous avez lancées, quoi. Donc, on va mettre les deux lettres qui forment la valeur de la première au milieu. Facile. Et ensuite, alors, les lignes du milieu, donc justement avec mon I, par exemple, il va falloir en fait que ma ligne qui va du I vers le P, de haut en bas, eh ben, elle ait la même valeur finalement que la ligne qui fait aussi P, qui est à l'horizontale. Donc ben là, c'est pareil, hein, il n'y a que deux lettres à mettre, hein. Et donc, pour compléter la valeur, vous n'avez pas 50 solutions. Il n'y a que le S et le U qui vont rentrer, parce qu'autrement, les autres lettres vont avoir une valeur qui sera soit supérieure, soit inférieure. Donc, en fait, c'est ce qui est intéressant avec le palindrome de 6, c'est qu'on est vraiment sur vous décidez de rien, hein, c'est que de la logique, en fait. C'est que de la logique mathématique, on va dire. Il n'y a pas 50 lettres qui peuvent prendre la place de l'une ou l'autre, quoi. Donc, c'est aussi ce qui est intéressant parce que finalement, en partant de votre nom d'esprit, vous ne pouvez obtenir quasiment qu'un seul type de palindrome sur ce nom d'esprit. Donc, c'est pour ça que ça va en faire un carré d'appel et un carré, en fait, un carré palindrome, un carré de mantra, en quelque sorte. Un carré qui va vous donner le mantra d'appel, en fait, de l'entité, quoi. Donc là, vous avez rempli, déjà, une fois que vous avez fait les lignes du milieu, il vous reste plus que 4 lettres à remplir. Et ces 4 lettres, même chose, hein, il faut qu'elles arrivent à faire des lignes, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, qui aient une valeur identique à la première ligne. Donc, vous n'avez pas 50 solutions. Donc, on va retrouver des E et des C, en fait. Il n'y a que deux lettres qui vont pouvoir loger, c'est E et C. Et on met la voyelle entre les consonnes, la consonne entre les voyelles, et c'est réglé, vous avez votre carré palindrome. Donc, clairement, le carré palindrome de 6, il est beaucoup plus facile, je trouve, moi, que les autres carrés palindromes en règle générale. Donc, vous n'hésitez pas à vous entraîner à fabriquer comme ça différents palindromes en fait, sur des bases 6 parce que ça vous permet en fait de vous habituer en quelque sorte à faire vos montages en quelque sorte. Ce sera plus facile de partir du 6 et d'après arriver sur le 5 par exemple, qui est un peu plus compliqué que de faire l'inverse. Donc, mais bon, moi comme je fais 5, 6, 7, 8, je ne pouvais pas commencer par vous filer le 6.
Donc voilà, je vous ai remis le tableau lettres et chiffres aussi. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, le carré palindrome de Bassis, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ensuite, au niveau de l'astrologie. Alors, n'oubliez jamais en magie qu'on va utiliser donc un système qui est traditionnel, c'est-à-dire un système qui n'inclut pas les planètes Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des ajouts récents, puisque c'est des ajouts en fait qui ont un peu plus d'une centaine d'années, qu'on a fait au 19e siècle, début 20e, tout simplement parce qu'avant, on ne connaissait pas ces planètes. Donc le système traditionnel qu'on utilise en magie, c'est celui qui n'inclut que les 7 planètes. En réalité, on parle de 5 luminaires non, de 5 planètes, pardon, et de 2 luminaires. Les luminaires sont le Soleil et la Lune, et les 5 planètes sont Mars, Mercure, Jupiter, Saturne et Vénus. Voilà. Et donc, je vous dis tout ça parce que dans les analogies qu'on trouve des zodiaques d'aujourd'hui, en fait, on a remplacé certaines planètes par d'autres. Par exemple, avec l'élément eau, on va avoir 3 planètes principales qui vont canaliser, diffuser l'élément eau. La première, la plus connue et qui est entièrement liée à l'eau, c'est la Lune. Donc celle-là, elle est hyper importante dans tout ce que vous ferez dans vos travaux et tout ça qui seront liés à l'élément eau. Ça sera toujours la première planète à observer. Et après, vous avez 2 autres planètes qui sont Mars et Jupiter. Alors ça peut sembler étonnant, notamment pour Mars, parce qu'on la voit toujours comme la planète du feu, tout ça. Et c'est tout simplement parce que Mars gouverne effectivement le Bélier, qui est un signe de feu, mais Mars gouverne aussi le Scorpion. Aujourd'hui, on a mis Pluton au Scorpion, mais en réalité, Pluton n'a rien à faire là. Chaque planète gouverne deux signes, et donc le deuxième signe de Mars, c'est le Scorpion, et le Scorpion est un signe d'eau. Donc le Scorpion va représenter la valeur, on va dire, humide en quelque sorte de la planète Mars. Donc Mars, planète d'eau du coup. Et après, d'ailleurs c'est intéressant hein, parce que Mars, on lui associe aussi beaucoup la colère, ces choses-là, hein, tout ce qui est énergie brute, tout ça. Et quelque chose qu'on va retrouver dans l'eau finalement, puisque l'eau peut être aussi à la fois très calme et à la fois extrêmement tumultueuse, hein, avec les marées, les raz-de-marée par exemple, les tempêtes, toutes ces choses-là. Donc on a bien beaucoup de cette colère martienne dans l'élément eau. Et donc la deuxième planète, ça va être la planète Jupiter, qui est aussi une planète liée au feu, puisque le Sagittaire qu'elle gouverne, c'est un signe de feu. Mais elle gouverne aussi, Sagittaire, le signe pardon, des poissons, qu'aujourd'hui on attribue faussement, on va dire, à Neptune, mais en réalité non, c'est Jupiter, la planète du poisson. Et donc, on va retrouver, en fait, dans la planète du Poisson, comme ça, donc l'élément eau lié à Jupiter. Donc là aussi, ce côté un peu, vous savez, Jupiter, en fait, c'est la planète de la justice, c'est la planète de l'équilibre, de l'équité, de toutes ces choses-là. Mais c'est aussi, il y a son autre pendant, en fait, qui va être un peu trouble, un peu fourbe, un peu... voilà, il va y avoir ce côté-là. Le fait de nager entre deux eaux, c'est quelque chose qu'on attribue au signe du Poisson, par exemple, et qui est lié à la planète Jupiter. Donc, vous avez 3 planètes liées à l'élément eau, donc la Lune, Mars et Jupiter. Donc, quand vous allez vouloir réaliser un rituel lié à l'élément eau, la priorité des priorités, ça sera toujours de considérer la Lune, et pas forcément la Lune dans un thème, mais déjà la Lune telle qu'elle apparaît dans le ciel. Privilégiez toujours les lunes montantes et les pleines lunes. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les moments où la Lune est la plus liée à l'élément eau. En fait, où l'eau monte, vous savez, en lune montante, c'est là où la sève monte dans les plantes, par exemple. Donc, c'est un moment où on va être beaucoup plus lié à l'élément eau qu'en lune descendante, où à l'inverse, la sève redescend en fait à la terre. D'ailleurs, on conseille souvent, quand on ramasse des plantes à faire sécher, pour pas que ça pourrisse ou des choses comme ça, on conseille souvent de les ramasser en lune descendante, parce qu'elles sécheront mieux.
Par contre, si vous voulez manger des plantes crues, par exemple, ça sera en lune montante parce qu'elles auront plus d'éléments, de vitamines et tout ça à l'intérieur. Donc vous, pour votre rituel, il vous faut de l'élément eau, il faut que les fluides montent. Donc ça sera en lune croissante, tout simplement, de la nouvelle lune à la pleine lune, ou alors directement en pleine lune, à la pleine lune. Mais jamais à la nouvelle lune, parce que là, vous n'allez pas avoir suffisamment d'éléments eau. Flora qui nous dit planter les légumes racines en lune descendante, par exemple. Exactement, parce que on va dans la terre, en fait. Donc, toujours observer l'élément eau. Alors, Dimitri, tu m'envoies faut que tu changes le mode message direct, il faut que tu mettes message à tous, parce que tu m'envoies tes messages que à moi, et du coup, les gens, ils ne peuvent pas voir. Dimitri, il demande si c'est croissante ou montante. Nous, on va parler de croissante et de décroissante, c'est-à-dire de ce qui se passe dans un cycle de 28 jours lié à la Lune. Après, il y a un autre phénomène qui est le phénomène de la Lune montante, ou alors j'allais dire démontante, n'importe quoi, ou descendante, parce que c'est diff. Oui, ben, je sais que c'est diff, je suis en train d'expliquer. Et de lune montante et descendante, ça, c'est un cycle en fait qui va des différents, comment ça s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est des différents solstices. Je crois que la lune, elle est montante du solstice d'été au solstice d'hiver et elle est descendante du solstice d'hiver au solstice d'été. Ou alors c'est l'inverse. Je ne sais plus exactement, j'ai plus en tête. Mais donc, c'est un autre cycle. Mais là, en l'occurrence, nous, pour l'eau, c'est vraiment le cycle de croissante et décroissante, c'est-à-dire de la nouvelle lune à la pleine lune ou de la pleine lune à la nouvelle lune, qui est le cycle décroissant. Donc, vous, pour capter l'élément eau, parce que c'est notre sujet ce soir, ce sera toujours soit en lune croissante, soit à la pleine lune. D'ailleurs, pour petit aparté, je ne sais pas vous, mais la pleine lune qu'il y a eu dimanche soir, elle était super violente. Elle a été, mais là, c'était vraiment, si vous vouliez capter quelque chose, là, fallait le faire. Elle était extrêmement forte, en fait. Vraiment, vraiment. J'ai eu pas mal de monde autour de moi et moi aussi qui l'avons beaucoup ressenti, en fait, cette pleine lune. Je crois qu'elle était assez proche, d'ailleurs, de la Terre, hein. C'était un moment où elle était très proche, la Lune. Donc voilà, donc le meilleur moment d'abord, pour capter, en fait, ça va être toujours de favoriser comme ça, lune croissante, pardon, et pleine lune. C'est le premier truc. Après, comme je vous expliquais la dernière fois, on va pouvoir prendre jour et heure. Ouais, Chantal a dit elle était grosse dans le ciel. Ouais, c'est vrai, elle était très, très grosse. On va prendre en fait jour et heure liés aux planètes. Alors, vous pouvez très bien prendre un jour de pleine lune, pardon, au jour de, je ne sais pas, Mars et à l'heure de Jupiter. On fait un petit combo des trois, comme ça on est sûr que c'est bien l'élément eau qu'on veut capter et pas une planète en particulier. On peut faire plein de combinaisons comme ça, assez intéressantes. Et ça sera toujours, donc, encore une fois, en combinant ces planètes, ou alors pareil, hein, pour ceux qui ont suivi mes ateliers sur l'astrologie magique, et notamment aussi qui sont procurés, vous savez, il y a quelqu'un qui a créé un logiciel sur la base de mon livre sur l'astrologie magique. Et il est vachement bien ce logiciel parce qu'il donne en fait les almutènes des planètes. Les almutènes, en fait, c'est les puissances, c'est les planètes qui sont en faiblesse ou en déficit en quelque sorte. Et l'avantage, c'est que vous pouvez monter comme ça des thèmes très très vite sur plusieurs heures. Vous prenez par exemple, tiens, moi j'ai envie de faire, je ne sais pas, un rituel pour l'élément eau mardi, donc mardi jour de Mars, à l'heure de Jupiter, je regarde quelle heure il sera, je fais le thème à ce moment-là, et je m'aperçois que, par exemple, je ne sais pas, on va avoir une planète comme Saturne qui va être dominante. Ouais, mais Saturne, ce n'est pas l'élément eau et ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais rechercher d'autres horaires. Et donc, on peut monter comme ça des thèmes, on peut monter rapidement des thèmes sur différentes heures où on pourrait faire notre rituel. Et vous allez vous apercevoir, en regardant ce petit tableau d'Almuten, la planète qui va être la dominante. Donc vous, par exemple, vous allez chercher, pour être sûr d'avoir le meilleur moment, vous allez chercher la planète qui aura le plus de points donc au niveau des Almuten. Et donc, par exemple, si c'était la Lune, ce serait merveilleux, quoi. Un mardi à l'heure de Jupiter avec la Lune
en puissance maximum. À côté de ça, vous avez en plus, c'est un jour de pleine lune. Bon, bah là, clairement, là, ça va dépoter, quoi. Là, pour faire un rituel lié à l'eau, ça va forcément dépoter. Et en plus, vous êtes malin, vous allez vous mettre près d'un lac, une rivière ou au bord de la mer, et là, vous allez capter du lourd, quoi. On peut avoir les coordonnées de ce logiciel. Oui. Alors, je vais prendre une petite seconde. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que j'ai jamais le réflexe. Alors non, c'est pas ça. Je crois qu'on met Astro Antique, je crois. Hop. Astro Antique. Non. Je vais vous le filer. Non plus. Bon, lui, il s'appelle Philippe Georges. Philippe Georges. Et je vais pas le trouver, quoi. C'est pas vrai. Ouais, je vais mettre astrologie. Philippe Georges, création, ça doit être ça. Ah, c'est ça. Je crois que c'est Urani Software, son truc. Non, astrologie de l'Inde. Astrologie antique. Voilà, je voulais trouver. Hop. C'est lui qui a fait les logiciels aussi des bouquins de Denis Labouret. Hop, alors là, je vous mets le lien. Paf. urani-software.com et c'est /astroantique.html. Et donc, on peut acheter, il le vend 49 € le logiciel. Et en fait, il fait aussi les thèmes en carré, enfin ce que je fais dans mon bouquin d'astrologie. Et c'est vrai que ça m'a un peu changé la vie parce que moi, je faisais tout à la main avant. Et un jour, ce type-là, il m'a proposé de faire un logiciel il avait acheté mon bouquin, en fait. Il m'a proposé de faire un logiciel sur mon livre. Et j'ai dit oui. Et du coup, c'est parti comme ça. Et c'est super d'avoir un logiciel, en fait, qui reprend tout ce que vous utilisez dans votre méthode. Quoi, il est où le lien? Ah putain, je l'ai envoyé qu'à Dimitri, mais c'est à cause de Dimitri avec ces messages-là. Il m'énerve. Il sera puni. Bon, je le renvoie. Voilà. Ça y est, normalement, vous l'avez. Oui, parce que quand Dimitri m'envoie un message direct, eh ben le truc, il me propose d'envoyer directement un message à Dimitri. Donc, ça se fait automatiquement. Arrête avec tes messages directs, Dimitri. Non, mais... Donc voilà, donc très, très bon logiciel et très sympa parce que effectivement, ça simplifie la vie, quoi. Si vous cliquez sur le lien, là, que vous voyez le logiciel, vous voyez directement, en fait, ce que ça vous donne, en fait, la première page, donc un thème en carré. Et donc, sur la droite, on a un petit tableau Almuten du thème, entre parenthèses, Ibn Ezra. Et donc, vous voyez les symboles de toutes les planètes. Et juste en dessous, vous avez en fait des chiffres qui correspondent aux planètes. Et en fait, c'est ces chiffres-là qui sont les points des planètes. Et c'est ce qui va vous indiquer quelle planète est dominante. Donc là, sur le lien, là, donc sur la page qui met, et ben, par exemple, on voit que la planète Mars a 31 points. Donc, c'est elle qui domine le ciel à ce moment-là. Donc vous, si vous voulez invoquer une énergie liée à Mars, eh ben, vaudra mieux prendre ce moment-là où Mars est aussi forte, quoi. Donc voilà, c'est très très simple d'utilisation et pour la magie, ça change la vie, quoi. Ça va très vite. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, hop, le meilleur amusant, il fait ta pub aussi. Bah oui, il fait ma pub parce que c'est sur mon bouquin, en fait. C'est le logiciel de mon bouquin. Donc on se renvoie les gens, c'est cool. Mais moi, je touche rien sur le logiciel qui vend, par contre. Mais il me l'a donné gratuitement, normal. Donc voilà. Donc très bon logiciel. Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui. Donc pour le meilleur moment pour agir, voilà, ça va être quand vous allez combiner ces planètes, hein, et pas rester. Si vous faites un
comment vous calculez votre moment, par exemple, jour et heure de Mars avec une Mars puissante, vous n'allez pas invoquer l'élément eau, vous allez invoquer la planète Mars, qui est autre chose, en fait, une autre énergie, et qu'on verra quand on aura fini les éléments, quoi. Donc, il faut bien comprendre toujours ce côté-là. J'aime bien dire cette espèce de pratique en entonnoir, en fait. On va combiner différents éléments qui ont toutes en commun cette correspondance-là, en fait, en d'autres termes, l'élément eau. Ah, j'ai mal à la gorge ce soir. En d'autres termes, l'élément eau. Et du coup, en combinant comme ça les 3 planètes, vous êtes sûr de taper, en fait, dans l'élément eau et pas l'énergie d'une planète en particulier, quoi. Mal à la gorge, à force de trop parler. Voilà. Après, je vous ai mis aussi, hop, donc les différentes analogies avec l'élément eau. Elles sont ici, blablabla. Donc, je vous l'avais déjà mis pour la Terre. Tac, tac. Normalement, j'ai remis un petit peu mieux dans l'ordre. Ah, voilà. Hop, page 14. Je vous avais déjà mis ça pour la Terre. Vous retrouvez le symbole alchimique, vous retrouvez le tatouage, vous retrouvez la couleur qui correspond à l'élément eau dans la tradition occidentale, puisque vous voyez bien que dans la tradition orientale, indienne, pardon, on va avoir Apas, le tatouage qui va être plutôt couleur gris-argent. Même si c'est quand même une couleur qu'on associe nous à la Lune, plus à la planète Lune et pas à l'élément eau. Voilà, à noter. L'arme magique, la coupe, dans un rituel, l'eau. Et donc, vous allez avoir comme ça différentes informations qui vont, par exemple, vous aider à combiner votre rituel, à créer, à développer votre rituel. Par exemple, la partie du monde auquel on va associer, alors c'est pareil, il y a plusieurs traditions, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être l'Occident, par exemple, donc l'Ouest. Si vous prenez cette tradition-là, vous allez vous diriger face à l'Ouest au moment où vous allez invoquer l'élément eau. Vous allez avoir le souverain, donc le roi, j'en parlais tout à l'heure, Nixa. Vous allez avoir aussi, alors les fumigations favorables, pavot, soufre, je ne vous le recommande pas du tout. J'ai eu l'occasion une fois de faire un encens à base de soufre. Je crois que j'ai failli me tuer. À respirer ça, c'est moche, c'est nul. Faites autre chose. De toute façon, je vous ai donné des exemples aussi d'encens liés à l'eau. Et puis ceux qui ont mon bouquin, en fait, à la fin, vous avez un tableau. D'ailleurs, je vous le mettrai peut-être, il faudra que j'y pense. Je vous le mettrai peut-être dans le prochain doc. Il y a un tableau, en fait, qui rassemble les différents encens qui sont liés à chaque élément. Je vais essayer d'y penser, puis je vous le collerai dans le prochain doc. Comme ça, vous pourrez l'avoir. Et ça vous permet, en combinant uniquement des encens qui sont liés à cet élément-là, de canaliser avec votre encens que cet élément-là. Vous allez avoir aussi les pierres, enfin des pierres qui correspondent, le solide de Platon, etc., etc. Dimitri, achetez le livre, c'est mieux. Oui, c'est toujours mieux. Mais je vous mettrai au moins le petit tableau quand même, parce que je suis super sympa. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, vous avez tout un tas d'analogies. J'aime bien aussi y mettre des choses un petit peu plus qui vont vous aider à vous à vous sensibiliser à l'élément eau et à ses correspondances. Notamment, par exemple, j'ai indiqué la saveur et l'odeur. Parce que c'est bien de regarder un truc où on vous dit, tiens, cette plante, c'est lié à l'élément eau, point barre, et de le reproduire. Alors, c'est chouette, hein, au début, oui, c'est chouette quand on ne connaît pas. Mais après, ce qui est bien, c'est de savoir pourquoi et comment, en fait. Et peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une plante qui va avoir une odeur assez fade pour moi, qui n'aura pas forcément une odeur fade pour vous, et que vous n'associerez pas de la même façon à l'élément eau. Parce qu'encore une fois, on est des êtres uniques et on n'a pas tous les mêmes goûts et du coup, on n'a pas tous forcément les mêmes perceptions. Et ce qui va être important réellement, c'est pas de mettre, tel truc dans la boîte eau, mais de ressentir en fait l'élément eau dans tel truc plutôt. Et si vous allez dans ce sens-là,
eh ben, il va falloir à un moment donné que vous appreniez à déterminer ce qui correspond le mieux à l'élément par rapport à vous, plutôt que par rapport à moi ou à n'importe qui l'aura écrit dans un bouquin. Donc c'est extrêmement, intéressant en fait d'essayer de déterminer vous-même, l'orientation, on va dire, l'orientation élémentaire d'une plante, d'un encens, de n'importe quoi en fait. C'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire quand j'écrivais mon livre justement sur les encens, puisque j'ai testé tous les encens dont je parle dans le livre et effectivement, il y avait des correspondances qui circulaient, on va dire, que certains auteurs disaient et qui pour moi n'étaient pas du tout en fait, celles qui étaient le mieux attribuées en fait. Et donc, bon, j'ai respiré de l'encens pendant, 1 an et demi, tous les jours, hein, avec plein d'encens différents. Je peux vous dire que j'avais les naseaux qui étaient bien débouchés, mais l'intérêt, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous savez reconnaître en fait l'élément au-delà en fait de ce qu'on vous dit en fait. Et ça, c'est vachement intéressant à faire. Donc c'est aussi des exercices qu'il faut que vous appreniez, à faire et à maîtriser en fait pour à un moment donné déterminer de vous-même votre propre liste finalement d'analogies. Alors il y a sûrement plein de trucs qui vont se recouper avec d'autres, c'est normal et heureusement, j'ai envie de dire. Mais il y aura aussi sans doute et peut-être des surprises en fait qui, voilà, des choses auxquelles vous attendiez pas, où on vous a dit: «Bah oui, c'est telle analogie et pas celle-là» et vous, vous direz: «Bah si, en fait, c'est celle qui me correspond, c'est pas la même que la tienne». Donc voilà, faut pas hésiter à faire aussi votre expérience parce que c'est comme ça qu'on grandit, en fait, et l'initiation, elle est là, en fait, réellement. Elle va être cette façon pour vous, en fait, de redécouvrir le monde à travers vos yeux de magicien, par exemple. D'accord? Donc voilà, voilà. Tiens, si je vous ai mis quand même les encens dedans à chaque élément, enfin, là, je suis en train de voir dans la liste des analogies, page 16, vous avez quand même, les différents encens qui sont listés au Liban noir, gomme à dragante, à l'ouest du Cap et tout ça, tous ceux qui vont être liés, à l'élément eau. Vous allez remarquer d'ailleurs que le chanvre, hein, donc le cannabis, hein, chanvre indien est lié à l'élément eau, en fait et effectivement, c'était utilisé en fait, c'est une résine, hein, finalement, le cannabis qui était utilisé, pour faire des voyages astraux. On l'utilisait en encens en fait avec d'autres plantes en mélange et pour provoquer le voyage astral, donc le voyage dans les autres mondes et du coup, on voit bien finalement, cette relation avec l'élément eau encore, des propriétés du chanvre en l'occurrence quoi, d'une plante. Donc vous avez comme ça plein de plantes différentes. Ah oui, alors je vous ai mis aussi, l'anneau de l'eau. Hein, tiré du testament de Salomon, donc on en a parlé la dernière fois, hein, de ces petits anneaux là, ces petits trucs et je suis en train de réfléchir parce que ça me titille à force de trouver des trucs sur les anneaux. Il y a plein de trucs qui se passent en fait dans ma vie actuellement, de manière assez amusante où par exemple, je tombe en ce moment par hasard sur des vidéos où je vois des gens qui vont fabriquer des anneaux, en fait. Alors pas des anneaux liés à la magie ou des trucs comme ça, hein, mais vous savez, par exemple, des fois sur les trucs comme TikTok, là, ils vous proposent des trucs, vous savez pas pourquoi et à plusieurs reprises, je suis tombé sur comment ça s'appelle? Des ferronniers, non? Ceux qui travaillent le fer et tout ça là, des joailliers. Alors le gars, il avait pas l'air d'être un joaillier, hein, c'était plutôt genre le gars, on avait l'impression qu'il avait l'habitude de faire des couteaux et en fait, il montrait comment faire un anneau, tout ça et il y a plein de choses en ce moment qui sont en train de de coïncider. Alors je suis en train de me tâter pour, peut-être qu'à un moment ou un autre, je ferai je ne sais pas encore, mais une création en fait peut-être soit sous forme d'atelier vidéo comme ça ou sous forme de stage pour créer des anneaux magiques. Parce que du coup, il y a plein de choses qui sont en train de se remettre en place et je pense que ça pourrait être intéressant en fait d'enseigner ça, de revoir comment créer ses propres anneaux magiques. Parce que clairement, aujourd'hui, si vous voulez représenter, par exemple, créer l'anneau de l'eau tel qu'il est expliqué en fait dans le testament de Salomon, il y a des trucs qui vont être un peu tordus à faire, quoi, hein, puisque pareil, vous allez prendre du mercure congelé avec du plomb, votre anneau va être super toxique, hein, donc ça, va falloir éviter.
Qu'est-ce qu'il y a aussi qui dit à un moment que j'avais vu bon, c'est juste impossible, quoi. Alors, bon, de la peau de singe, de la plume de cigogne, ça va être très simple, hein, ça va être très compliqué en réalité. Et du coup, je me disais, bah, pourquoi ne pas moderniser les anneaux et créer des anneaux, en fait, voilà, plus de notre époque, avec des éléments qui correspondent mieux et qui seront plus faciles, entre guillemets, à trouver. Mais qui sont tout aussi puissants. Donc je suis en train de plancher là-dessus. Je suis en train de me dire si je vais pas faire un truc sur les anneaux et voilà, on verra. Ça me titille en ce moment, j'ai des idées. Donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Donc dites-vous que pour l'instant, les anneaux là comme ça, je vous donne ça à titre indicatif et que voilà, enfin, sauf si vous avez des singes et des cigognes chez vous, mais à part ça, pour l'instant, c'est juste à titre informatif, vous donner une idée de ce qui peut être fait. Après, Le Seigneur des Anneaux, Vincent, arrête. Ah, en plus, je me suis remis à le regarder, Le Seigneur des Anneaux, hier. Ça aussi, c'est quand même tordu, quoi. Je me retape le Seigneur des Anneaux en film. Donc voilà, donc pour l'instant, prenez ça à titre indicatif. Et ouais, ou alors avoir un pass pour le zoo du coin, enfin même si tu un pass pour le zoo, pour aller chercher la peau de singe, je sais pas, ils vont mal le prendre quand même. Donc voilà, il y aura peut-être un truc à un moment donné où je vous proposerai de faire des anneaux, alors liés aux éléments, mais pourquoi pas aussi aux planètes et tout ça, et de voir un espèce de modus operandi qui pourra se caler et qui pourra se faire de manière plus moderne aujourd'hui et par tout le monde. Donc on verra tout ça. Ok, donc voilà, je vous ai refilé les anneaux, donc je vous ai remis les rituels évocatoires. Il y a des trucs que j'ai pas parlé, donc ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé aussi. Donc ça on en a parlé aussi. Par rapport au côté obscur de l'eau, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein. C'est surtout ce côté très changeant et très un petit peu envoûtant en fait, qui est lié à l'eau. Et donc effectivement, dans les attributions justement aussi liées à l'eau, donc dans son côté obscur lié à l'eau, on va avoir une eau qui va pouvoir être utilisée en exorcisme, autant on va pouvoir avoir une eau qui va être utilisée finalement en envoûtement. Parce que c'est très, tout ce principe d'envoûtement en fait, de prendre possession finalement de quelqu'un, de prendre une espèce d'emprise sur quelqu'un. Tout ça, c'est lié à l'eau en fait. Ça fait partie de ces côtés obscurs, des choses négatives qu'on peut faire avec et que je ne vous recommande pas, bien sûr. Mais il faut savoir que ces espèces pareilles, des attaques psychiques ou des choses comme ça, des dégâts par exemple sur l'aura ou sur le corps astral, ça peut être lié à l'élément eau en fait. Ça peut être fait via les mauvais côtés, on va dire, de l'élément eau. À un moment donné, je ne sais plus où, dans le doc, j'expliquais en fait que quand on va vivre, par exemple, moi ça m'est arrivé, donc j'y suis assez sensible, mais quand on va vivre une tempête, on va dire, près de la mer, c'est là qu'on voit tout le déchaînement, toute la colère, toute la violence que peut avoir l'eau. Et dites-vous que toute cette violence-là, vous pouvez la capter, la canaliser et la renvoyer quelque part. Alors, je ne vais pas vous donner des façons de faire, parce que voilà, après, je vais pas fabriquer des psychopathes, mais dites-vous toujours que c'est possible, en fait, que l'eau est violente. Voilà, et elle peut être très violente. Et donc, c'est en cela, en fait, il faut avoir conscience, en fait, de ces côtés obscurs, en fait, à l'eau, quoi. C'est pas forcément tout doux. Même si l'eau est un élément qui peut nous apporter beaucoup d'abondance, finalement, dans beaucoup de choses, c'est aussi quelque chose qui peut et reste possiblement violent, quoi. On est sur la deuxième marche, finalement. On est sur le deuxième élément le plus dense, donc le plus brut aussi. Donc forcément aussi, il y a un côté très violent. On avait parlé des tremblements de terre avec l'élémentaire, et là, on parle des raz-de-marée, des tempêtes, des
des choses comme ça avec l'élément eau. On va parler après des cyclones, par exemple, et des choses comme ça avec l'élément air, etc. Les 4 éléments sont les 4 forces de base de la nature. Voilà. Donc, partant de là, ça va être aussi ces 4 forces de base qui peuvent à la fois être utilisées pour le bien que pour le mal, puisque c'est des énergies qui sont très brutes. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans la nature. C'est des notions de construction et de destruction. Et elles sont normales, voilà, elles sont là. C'est pas plus l'une ou plus l'autre, hein. Chacune d'entre elles a sa fonction et, et, et apporte des choses en fait par rapport à la nature. Donc voilà, donc pareil, on peut aussi provoquer l'illusion, la folie aussi avec l'élément eau, la paresse, bloquer les situations, des choses comme ça, quoi. Mais bon, après, je rentre jamais trop loin dans les détails parce que je me dis, on ne sait jamais, après tout, je ne sais pas qui et je ne connais pas tout le monde, on va dire, et quelqu'un pourrait faire beaucoup de bêtises. Si quelqu'un faisait du mal à quelqu'un d'autre à cause de moi, ça, je m'en voudrais. Donc voilà, je suis un gentil, en fait, vous avez compris, je suis un gentil. Mais il faut savoir ça, on ne peut pas parler en fait d'un élément sans parler aussi des côtés qui peuvent être obscurs en fait via cet élément. Voilà, voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions, par exemple? Alors, tout le monde dort. Vous avez tous peur. Non, pas de questions? Ou alors on fait un question-réponse la prochaine fois, si vous voulez, le temps que vous digériez un petit peu tout ça. Le temps qu'on digère, c'est peut-être pas mal, hein. On fait comme ça alors. On fait comme on a fait là tout à l'heure. La prochaine fois, on prend un quart d'heure et puis on fait un question-réponse. Mhm. Comme ça, d'ici Ça là, va. vous allez pouvoir lire le doc, faire des expériences, faire des petites méditations, tout ça. On fait ça? Ok. Bon, ça va, Ok. j'étais clair? Oui, oui, très clair. Oumar, attends, il y a Oumar qui dit, rappelle-nous un peu l'usage des palindromes. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'ai dit dans le précédent atelier, on va les utiliser beaucoup en table d'appel. En fait, les palindromes, là où ils sont vraiment intéressants pour moi, hein, où ils sont vraiment intéressants, c'est quand tu vas faire une invocation, tu vas capter en quelque sorte une entité qui va te donner son nom. Créer un palindrome comme ça va te donner un mantra qui va te permettre de rappeler l'entité chaque fois que tu en auras besoin et uniquement, pas forcément en ritualisant en fait. Ça va te permettre comme ça parce que finalement, qu'est-ce que tu vas faire en rappelant l'entité? Tu vas rappeler une énergie en fait. Et en rappelant l'énergie, ça va te permettre de capter et utiliser cette énergie. Donc pour moi, là où c'est le plus intéressant, les palindromes, c'est comme ça. Après, tu peux aussi utiliser les palindromes sous forme de talisman. Donc tu vas transformer les lettres avec des alphabets magiques pour enlever le côté analytique en fait de la lettre. Et ça va te faire comme les carrés magiques, hein. Ça fait des carrés magiques qui sont liés exclusivement à l'entité que tu as captée, quoi. Donc voilà, ça va être des petites choses comme ça. C'est principalement ça. Moi, c'est comme ça que je les utilise principalement. Et voilà, c'est vachement intéressant en fait de les utiliser comme ça. Il faut transformer les chiffres aussi ou pas. En fait, tu vas pas avoir de chiffres dans un carré palindrome. Le chiffre, il est là uniquement pour donner la valeur des lettres. Mais réellement, quand tu finis ton carré palindrome, tu vois, le mien, il est alors c'est page, je sais plus combien. Voilà, ici, page 7. Page 7, on a un carré qui est fini, qui est entièrement composé de lettres, en fait. Et donc, si je veux l'utiliser sous forme de talisman, ce carré-là, je vais prendre ce carré-là, et sous forme de talisman, je vais changer chacune des lettres, et je vais les transformer en alphabet magique. Donc, en fait, il y a plein d'alphabets magiques qui disent, voilà, le O, ça sera cette forme-là, le S, ça sera celle-là, etc., etc. Et donc, toi, tu transformes, en fait, les lettres dans leur équivalent d'alphabet magique, mais il n'y a pas de chiffre, en fait, dedans, tu vois. Il sera uniquement personnalisé. En fait, ça sera un carré magique où on ne comprendra pas ce qu'il y a marqué dedans. Et c'est ce qu'il faut faire en talisman, en fait, puisqu'on n'est que sur du symbolique qui est plus sur de l'analytique. Mais ça va canaliser, même en alphabet magique, ce carré-là, ce carré palindrome va canaliser en fait l'énergie de l'entité auquel il est associé. D'accord.
Donc, il faut vraiment, ouais, et puis c'est un très très bon exercice en fait lié au carré magique parce que ça vous fait rentrer en quelque sorte quand vous faites les calculs, les recherches, ça vous fait vraiment rentrer dans l'entité, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais enfin bon, façon de parler, hein. Qu'est-ce qu'il dit Dimitri, comme de l'eau, de cristal, ah, c'est Chantal qui dit ça. Voilà, voilà. OK tout le monde? OK. Bon. Eh bien alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis, bah, demain de toute façon je vous enverrai ça. Arrêter l'enregistrement.